Les amis, il fait froid, est-ce qu'il serait pas le temps de se mettre tranquillement au chaud, sous la couette, et d'écouter une bonne dizaine de threads d'horreur? Et c'est ce que je vous ai préparé. Je vous ai préparé 12 histoires d'horreur, et c'est des histoires qui sont déjà parues sur la chaîne, mais possible que vous en découvrez de nouvelles, donc profitez-en. Et effectivement, profitez-en, et n'oubliez pas, surtout avant de démarrer, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, si vous aimez mon contenu, ce sera avec grand plaisir. Alors je vous laisse tout de suite, on démarre avec le premier thread d'horreur de cet épisode. Bon les amis, l'histoire que je vais vous raconter maintenant, c'est quelque chose qui est déjà arrivé à pas mal de personnes et probablement même à certains d'entre vous qui regardent cette vidéo tranquillement sous la couette. En tout cas, je ne vous souhaite pas de vivre la même chose que ce qui est arrivé à Scott. Alors Scott, c'est évidemment avec son prénom un américain, donc l'histoire se passe là-bas et vous verrez qu'il y a un peu de ressemblance, de similitude avec le film La colline à des yeux. Alors je dis ça pour les plus anciens comme moi qui ont vu ce film puisque c'est un film qui date, je crois, avant les années 2000 peut-être. Donc cette histoire prend place en août 2018 et à ce moment-là, Scott, il a 21 ans, il fait des études d'économie dans l'université de sa ville. Pendant un soir de la semaine, Scott, il est chez des amis de sa classe en train de bosser sur un projet en commun, un projet de groupe qu'ils doivent rendre pour le lendemain matin. Alors Scott explique que son pote, il habite en pleine cambrousse américaine au pied de plusieurs collines et qu'en plus ça se situe à environ 30 minutes de la plus grande ville, là où Scott habite. Et Scott explique même que là où il habite, c'est pas forcément la plus grande ville comme Denver ou Miami, etc. C'est vraiment une petite ville déjà américaine, donc c'est vraiment la campagne américaine à l'état pur. Pour aller chez son ami, Scott doit emprunter plusieurs routes de campagne qui sont très peu éclairées forcément et pas forcément en bon état. Et Scott raconte que lorsqu'il est parti rejoindre son ami, il faisait déjà un peu sombre, mais qu'il trouvait déjà les endroits assez flippants. Alors imaginez-vous le soir quand il va rentrer chez lui. Bref, du coup Scott, il arrive chez son ami vers 18h et il commence à bosser tranquillement tous ensemble, car je vous le rappelle, ils sont à plusieurs ce soir-là. Les heures passent, et une fois terminées, Scott et ses amis vont poursuivre la soirée à discuter et à déconner. C'est qu'une fois à 23h que les choses se gâtent un peu pour Scott, parce qu'il est 23h, il reprend enfin la route en direction de son appartement, qui je le rappelle est à une trentaine de minutes de chez son ami, et Scott nous décrit du coup un noir absolu sur les routes. Il explique que c'est la première fois qu'il roule en pleine nuit dans la campagne américaine, et que dans ces endroits-là, il est courant de croiser des coyotes ou autres animal en tout genre. Donc c'est en étant assez peu serein que Scott va reprendre la route avec pour seule source de lumière forcément les phares de sa voiture. Tout le reste est très sombre, on peut même dire que c'est dans le noir total comme dit Scott. Scott, il se rend vite compte que la route est dangereuse, donc il roule vraiment tranquillement pour éviter de faire un accident. Et c'est maintenant que tout va basculer pour Scott parce qu'il a déjà fait quelques kilomètres quand il arrive dans un virage très serré, donc il pile sur ses freins et ralentit. Sauf que derrière ce virage, il tombe sur deux véhicules, une camionnette et une caravane. Mais les deux véhicules, ils sont pas garés sur le bas-côté de la route, on va dire normalement, non. Ils se sont mis en travers la route sur toute la largeur, donc clairement impossible pour Scott de passer. Scott sait que s'il essaie de contourner les véhicules, comme autour de la route, il y a beaucoup de terrain avec des cailloux, etc., il risque de soit crever un pneu ou même de plus jamais savoir repartir. Alors Scott, il est pas bête, il essaie de voir s'il y a quelqu'un dans la cabine de la camionnette, mais il voit rien du tout. Alors il met les pleins phares, en gardant une bonne distance de sécurité quand même, et c'est là qu'il voit un homme qui a affalé sur le siège du conducteur, la tête appuyé sur le volant, un peu comme s'il avait été assommé quelques secondes avant. Alors deux options pour Scott. Soit il arrive tout juste après un règlement de compte entre deux automobilistes, ou soit c'est un mécanisme utilisé par des voleurs qui font ça pour que Scott sorte de sa voiture et se fasse complètement dépouiller, voire pire. Scott n'est pas dupe et comprend tout de suite que c'est un guet-apens et il se met sérieusement du coup à flipper et franchement, il y a de quoi. Il sait que s'il roule pas en direction opposée de cette camionnette et de cette caravane le plus vite possible, c'est fini pour lui quoi. Le problème c'est que la route, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas large et que le demi-tour, il est assez compliqué si vous voyez ce que je veux dire. Donc Scott, au lieu de faire un demi-tour qui est presque impossible, il va avoir la lucidité de faire marche arrière pour s'éloigner le plus loin possible des deux véhicules et surtout, il sait qu'à 200-300 mètres plus loin, il y aura assez d'espace pour faire effectivement la manœuvre et faire ce demi-tour. Mais je vous rappelle, sur la route, il n'y a pas de lampadaire ni quoi que ce soit sur la route pour éclairer du coup Scott. Et vous le savez autant que moi, les phares d'une marche arrière, ça éclaire que très légèrement et c'est très compliqué pour Scott de faire marche arrière assez rapidement. Donc en fait, Scott, il doit aller assez vite pour se tirer de ce bourbier, mais aussi être prudent car la moindre erreur en fait pourrait le sortir de la route et là c'est fini pour lui. Et c'est pas tout. En fait, Scott raconte qu'il y a une énorme montée de stress quand il a enclenché sa marche arrière parce qu'en jetant un œil en direction du coup des deux véhicules, il voit l'homme dans la camionnette qui relève sa tête du volant
et qui descend précipitamment du véhicule. Et s'ensuit deux autres personnes, visiblement des hommes, se rappellent Scott, qui avance encore une fois rapidement en direction de la voiture de Scott. Scott, à ce moment-là, du coup, n'a pas le choix de prendre tous les risques possibles en marche arrière afin d'arriver à l'endroit de la route où c'est un peu plus large et il pourra se tirer de ce bourbier. Scott explique que c'est son instinct de survie qui lui a fait rester concentré jusqu'au bout et qu'heureusement il atteint la zone pour faire demi-tour assez rapidement. Mais je vous rappelle qu'il y a 3 hommes qui sont à la poursuite du coup de Scott, et pendant que Scott fait demi-tour et au moment où il part en direction opposée vers chez son ami, il voit une scène horrible se produire devant lui. En fait, Scott explique que cette image, il l'aura jamais dans sa tête, et cette image, c'est celle d'un homme au visage assez boutonneux et abîmé, qui se colle à la vitre de Scott et qui frappe fort sur la vitre. Et Scott apprendra plus tard que là où il habite, du coup son ami, en fait il y a beaucoup de drogués à la méthamphétamine. Alors c'est un peu la drogue de Breaking Bad si vous connaissez la série. Et un visage qui est boutonneux, abîmé comme le décrit Scott, c'est clairement le signe d'un drogué, d'un junkie ultra dépendant et en manque. Scott explique qu'après avoir échappé de peu à ces 3 personnes, il a rejoint son ami et il a dormi sain et sauf là-bas. Et il faut savoir qu'arrivé chez son ami, il explique tout ce qui s'est passé et ensuite ils appellent la police, et étant donné qu'on est dans la campagne américaine, le temps que la police arrive, ils n'ont rien retrouvé. Donc certainement que les 3 personnes ont eu le temps largement pour s'enfuir, mais il faut savoir que depuis cette nuit-là, Scott, il est toujours traumatisé par ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, et à chaque fois qu'il repense à cette rencontre flippante, il ne peut pas s'empêcher de savoir, de penser à ce qui se serait passé si ces 3 mecs avaient mis la main dessus. Bon, clairement, ça va repousser de 10 ans ma visite aux États-Unis en tout cas, mais c'est dingue que beaucoup d'histoires qu'on peut lire sur Reddit ou d'autres forums en tout genre, se passent principalement aux États-Unis. Enfin, j'ai quand même ma petite idée, c'est peut-être parce que c'est un pays qui est 30 fois plus grand que la France, donc forcément il y a plus d'histoires là-bas qu'en France. Alors place à la seconde histoire, et maintenant on va parler d'une histoire qui s'est passée au moment d'Halloween. On va même faire un bond en arrière de 10 ans, car à cette époque, en 2013-2014, il y avait une tendance assez stupide et terrifiante qui courait les rues. Alors moi perso, ça m'avait fortement marqué à l'époque. Et cette histoire, elle nous est racontée par Ludovic, et ça s'est passé précisément le 26 octobre 2014, près de Montpellier, et au moment de l'histoire, il est 18h, on est déjà à l'heure d'hiver, donc il fait déjà nuit, et Ludovic, lui, il a 30 ans, c'est un agent artistique. Alors oui, c'est la première fois que j'entends ce métier, si vous savez ce que c'est, dites-le moi en commentaire. Et comme d'habitude, il finit sa journée de travail et rentre tranquillement chez lui. Il explique que son appartement est à seulement une quinzaine de minutes à pied de son lieu de travail, et il dit aussi que ça fait 3 ans qu'il bosse là-bas et qu'il n'y a jamais eu de problème en rentrant le soir chez lui. À part peut-être quelques jeunes qui démarraient leur soirée un peu trop tôt, mais rien de bien méchant selon Ludovic. Ludovic exprime même qu'il adore Montpellier, son ambiance et son bord de mer, et si vous êtes de Montpellier en train de regarder cette vidéo, dites-nous ce que vous en pensez de votre propre ville. Alors, vous l'aurez deviné, cette fois pour Ludovic, tout va pas se passer comme prévu. Ça fait presque 5 minutes du coup qu'il marche en rentrant de son boulot avec son casque sur les oreilles, lorsqu'il arrive dans une petite ruelle assez sombre avec peu d'éclairage. Une ruelle très sombre, ça peut faire peur, mais Ludovic raconte qu'il a déjà emprunté cette petite ruelle une bonne centaine de fois, donc aucune crainte pour lui, il y va comme d'habitude. Et est-ce que cette fois-ci tout va se passer comme prévu ? Je suis pas si sûr. Je le rappelle, on est juste avant Halloween, et à cette époque-là, justement, du coup, la tendance, c'était de mettre des masques de clown. Et justement, du coup, qu'est-ce que Ludovic voit un peu plus loin dans la pénombre ? 3 hommes avec des masques de clown qui sont posés contre un mur à discuter. Alors, je sais qu'entre vous et moi, notre premier réflexe serait de partir, d'éviter la situation, de prendre un autre chemin, surtout qu'on sait qu'ils vont vouloir lui faire peur absolument. Mais Ludovic, il a pas peur de ça, il sait que c'est des jeunes qui veulent juste rigoler, ils sont là pour rigoler, donc aucun problème. Surtout que s'il passe pas par cette ruelle, c'est 10 minutes de plus pour rentrer chez lui, et ça compte. Mais bon, à ce moment précis, il se doute pas que sa nuit va virer au cauchemar. Parce qu'en fait, plus il se rapproche du coup des 3 hommes, plus il peut voir un objet dans la main d'un clown qui est assez spécial. En fait, Ludovic, il croit voir que l'un des clowns tient une sorte de manche à balai dans sa main. Et plus Ludovic se rapproche, plus ça va ressembler à une barre en fer, une sorte de manche à balai mais en fer. Et arrivé à quelques mètres des clowns, les 3 clowns posés contre le mur se mettent en travers de sa route. Je vous rappelle que c'est une petite ruelle, donc il n'y a pas non plus beaucoup d'espace. Et Ludovic va lui sourire nerveusement, car pour lui ça reste une blague pour le faire peur, mais qu'il n'y a rien de bien méchant, dans quelques secondes ce sera terminé. Et franchement, j'avoue, Ludovic, au bout d'un moment, ça devient badant ton histoire, donc fais demi-tour, cours dans la direction opposée et rentre chez toi. Et Ludovic, du coup, va continuer à avancer, va passer entre les clowns pour avancer. Et miracle, en fait, il se passe rien. Ludovic, il respire, il fait quelques mètres en avant, il s'éloigne un petit peu des clowns, et il se dit qu'effectivement, c'était juste pour l'impressionner, mais qu'il va pouvoir rentrer chez lui tranquillement. Au final, Ludovic avait raison jusque-là. Et j'ai bien dit jusque-là. Parce que
D'un coup, il va entendre des pas se précipiter vers lui et à peine il a le temps de se retourner, il se sent projeté par terre, comme si on lui avait fait un énorme croche-pied. Il commence à se faire frapper violemment dans la ruelle et clairement Ludovic il se met en PLS, il se protège la tête au maximum, mais il sent que ça va être compliqué, c'est fini pour lui. Le clown, alors oui je précise qu'il y a un seul clown qui a pris le casque de Ludovic, qui se décharge sur lui tout en lui fouillant les poches à la recherche de son portefeuille ou son téléphone portable. Ludovic lui il est terrifié, mais dans un ultime instinct de survie, arrive à se dégager et à partir en courant vers la fin de la ruelle. Et ce que Ludovic explique est assez flippant, car il dit qu'après tous les coups qu'il a reçus, lorsqu'il a réussi à se dégager pour s'enfuir, c'est comme s'il était dans un tunnel très sombre, à savoir du coup la ruelle, et que le bout du tunnel représentait une sorte de grande lumière, donc c'est la lumière de la rue à l'intersection. Et Ludovic explique que si pour lui il n'atteignait pas la lumière avant que les clowns le rattrapent, il pourrait lui arriver beaucoup plus grave que des hématomes provoqués par 3 hommes déguisé en clown. Et par miracle, comme le dit Ludovic, il arrive à l'intersection et se jette au milieu de la route en espérant qu'une voiture passe et vienne l'aider. Et coup de bol pour Ludovic, car une voiture arrive au loin avec ses pleins phares, ce qui fait du coup fuir les 3 hommes et laisse une chance à Ludovic de s'en sortir. Alors heureusement pour Ludovic, il tombe sur une femme qui est très sympa et qui va tout de suite le prendre en charge et l'emmener à l'hôpital. Et résultat du course pour Ludovic, il est couvert d'hématomes aux bras et aux jambes et il est complètement bloqué du coup suite à son agression. Et c'est sans compter du coup le trauma psychologique aussi qu'a dû subir Ludovic. Et là j'ai plutôt une bonne nouvelle. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un seul clown qui a agressé Ludovic. Bon les 2 autres même s'ils n'ont rien fait, ils sont quand même complices de tout ça. Mais vous verrez que en fait ça a son importance pour la suite. Peu de temps après, la police va retrouver ces 3 clowns dans les ruelles de Montpellier. Et chose très intéressante, c'est que les 2 clowns qui n'ont pas frappé Ludovic vont dénoncer le 3e clown qui était violent avec sa barre de fer ou son balai, on sait pas trop, pour éviter de prendre en fait une peine de prison également. Et le clown, du coup qui était armé du manche de balai, se retrouve face au tribunal peu de temps après et il est condamné à 1 an de prison, dont 4 mois fermes en comparution immédiate. Quant aux 2 autres clowns qui ont du coup balancé le clown qui était le plus violent, ils auront quant à eux des travaux d'intérêt généraux et c'est franchement tant mieux. Comme quoi, il y a une justice là-dedans. Même si effectivement ne rien faire et laisser quelqu'un se faire tabasser ou laisser son pote tabasser quelqu'un, c'est presque participer, mais bon, c'est que mon avis et ça restera que le mien. Finalement, il s'avère que l'individu qui était caché derrière le masque de clown était en fait un simple jeune homme de 18 ans, à peine majeur du coup, qui était en échec scolaire et même alcoolisé au moment de l'agression. Mais ce jeune homme a sûrement été aussi influencé par cette nouvelle mode sur les réseaux sociaux à l'époque qui montrait du coup des clowns agresser des gens. Et quand Ludovic va sortir de l'audience, lui, il est encore sous le choc de ce qu'il a vécu. Il avait déjà vu pas mal d'agressions aussi de clowns sur Facebook, mais il aurait jamais pensé que ça puisse aussi devenir aussi violent et surtout que ça le concerne lui. Mais bon voilà, Ludovic c'est quand même quelqu'un qui va facilement relativiser et se dit que ça aurait pu être bien pire, qu'il s'en sort bien finalement, parce qu'il aurait clairement pu être paralysé ou mourir tout simplement parce qu'on sait pas ce qu'un homme de 18 ans, un jeune homme de 18 ans aurait pu faire sous l'effet de l'alcool. Et depuis son agression, Ludovic, il passe plus du tout par cette petite ruelle, vous l'aurez deviné, mais il explique que petit à petit, lorsqu'il sera en été et qu'il fera assez clair, il y aura de la lumière, il tentera de repasser à nouveau dans cette ruelle pour faire un petit peu le deuil de cette histoire. Et d'ailleurs, bravo à Ludovic pour ça, tout le monde n'arrive pas à s'en sortir comme lui. C'est tout pour l'histoire de Ludovic, et je pense que c'est clairement assez pour lui. Mais dites-moi si vous avez déjà vécu aussi cette courte période de masque de clown aux alentours d'Halloween. Moi, je me rappelle vaguement, et je suis bien content de ne pas avoir croisé ce genre de mec au passage. Mais en tout cas, j'espère que vous n'êtes pas encore rassasiés, car vous avez une 3e et dernière histoire très badante qui vous attend maintenant. Bon, on est reparti pour une 3e histoire et je m'excuse encore une fois d'avance, je l'ai pas dit au début de la vidéo mais je suis un petit peu malade et je pense que ça se sent sur ma voix. En tout cas, moi je commence vraiment à le sentir, c'est compliqué. Donc merci de me soutenir pour cette 3e histoire, je vais faire de mon mieux. En tout cas, merci à tous. Donc les amis, la prochaine histoire que je vais vous raconter est celle d'Hugo et de Salif. Alors pour vous remettre dans le contexte, Hugo et Salif, ils viennent de fêter leurs 19 ans ensemble et ils habitent tous les deux dans la ville d'Évreux, en Normandie. Ils expliquent qu'ils aiment sortir dans les bars et dans les pubs pour faire la fête ensemble et c'est normal à 19 ans, on va pas se le cacher, on était pareil. Et vous allez voir qu'une de leurs soirées va un peu tourner au cauchemar et va pas se passer comme prévu. Mais avant de continuer, il faut que vous sachiez une chose sur Hugo. Hugo, c'est quelqu'un qui vient d'une famille qui est assez riche, donc il aime fréquenter des endroits un peu dangereux, alors à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, pour se donner un côté un peu bad boy. Donc très mauvaise idée Hugo, tu vas le voir dans cette vidéo, c'est pas bon la fin de cette histoire.
Un soir, Hugo et Salif, ils vont être dans une boîte qui s'appelle l'Apocalypse, qui, je le précise, selon Salif, est un endroit avec une mauvaise réputation et où il y a souvent des bagarres. Mais Hugo, effectivement, donc veut aller à tout prix là-bas, alors que Salif, lui, il n'est pas du tout fan du lieu. Mais comme vous le savez, Hugo, il aime pouvoir dire qu'il va dans un endroit qui a une mauvaise réputation. Ça lui donne une sorte de crédibilité de bad boy, comme on l'a dit, dans son milieu aisé. Et oui, je sais, on peut être bête à 19 ans et faire des choses pareilles, c'est normal. Donc ce samedi soir, Hugo et son meilleur ami Salif vont donc, encore une fois, dans cette boîte de nuit à l'Apocalypse. Et pour fêter quoi? Eh bien tout simplement le permis que vient d'avoir Hugo. Et jusqu'à présent, c'était toujours Hugo qui payait un Uber pour y aller, car la boîte se trouve dans un milieu un peu perdu, au milieu des bois. Il faut faire presque 30 minutes de route entre les champs et la forêt pour y arriver. Alors, avoir une boîte dans ce lieu-là, c'est très bien pour ne pas déranger les voisins, étant donné qu'il n'y en a pas. Mais pour y aller, c'est véhicule obligatoire. Et ce soir, Hugo, il est tout content parce qu'il va pouvoir y aller avec sa voiture en prenant Salif avec lui. Ils débarquent là-bas, prennent une bouteille ensemble dans un carré et s'installent à une table. Alors je préfère préciser au cas où, mais ne prenez pas la route si vous avez trop bu. Donc la soirée se passe très bien, ils boivent, ils dansent avec des filles, vraiment l'éclate totale, sauf que c'est vers minuit que les choses vont s'aggraver. Hugo va avoir une discussion, on va dire, légèrement animée avec deux autres garçons au sujet d'une fille qu'il était en train de draguer sur la piste de danse. Alors c'est naturellement que Salif, son meilleur ami, va s'en mêler pour défendre son ami, mais clairement la discussion est de moins en moins sympathique et de plus en plus tendue, à un point tel que c'est les videurs eux-mêmes qui viennent mettre de l'ordre. Une fois qu'ils se sont séparés, le videur dit gentiment à Hugo et Salif qu'il ferait mieux de partir car les personnes avec qui ils se sont accrochés sont assez réputées dans le coin pour être violents. Et Hugo et Salif, ils sont pas idiots, ils savent bien que se battre c'est pas leur spécialité. Ils décident donc de partir tranquillement, ils sortent de la boîte et se dirigent vers la voiture du coup d'Hugo. Sauf qu'en arrivant au niveau de leur voiture, ils entendent une voix au loin qui les appelle. Ce sont du coup les mêmes mecs qu'à l'intérieur, sauf que cette fois-ci, ils sont 5 et se dirigent vers les deux garçons en les insultant. Hugo et Salif montent rapidement dans la voiture et démarrent aussi vite que possible. Et d'ailleurs, le parking étant recouvert de gravier et comme Hugo a peu d'expérience, il a du mal à contrôler sa voiture et manque d'avoir un accident avant même de sortir du parking. Hugo, qui est parti comme une flèche, va très rapidement se calmer sur la vitesse parce qu'il a un peu bu et qu'il n'était pas censé reprendre le volant aussitôt. Et comme on est en Normandie et comme expliqué au début de cette histoire, la boîte se trouve en plein milieu de nulle part. Donc ils sont vraiment sur des petites routes de campagne. Alors inutile de rappeler qu'un écart de la part d'Hugo et ils sont complètement dans le ravin. Mais rassurez-vous, à ce niveau-là, Hugo va être très prudent et c'est pas ça qui va être la principale cause de danger. C'est après quelques minutes qu'ils vont apercevoir des phares derrière eux. C'est une voiture qui arrive à toute vitesse et qui va brusquement les coller tout le long. Hugo a le permis depuis quelques jours seulement et il n'est clairement pas prêt à entamer une course-poursuite avec la voiture derrière. Et tant mieux car on sait que ça peut faire beaucoup de dommages collatéraux tout ça. Et là le pire va arriver car la voiture qui est derrière Hugo va taper Hugo, ce qui lui fait perdre totalement le contrôle du véhicule. Alors franchement les gars, je savais pas que vous étiez aussi chaud en Normandie. La voiture sort de la route, traverse un champ et finit sa course dans une rivière. Alors heureusement elle est très peu profonde mais pleine de grosses pierres qui les arrêtent net et le choc va déclencher les airbags de la voiture, ce qui sonne complètement Hugo et Salif. Alors j'espère que vous avez jamais été dans une voiture dont les airbags se déclenchent. Moi perso ça m'est jamais arrivé, mais si c'est le cas, vous devez savoir qu'entre les chocs des coussins et le bruit d'explosion qui les fait sortir, il faut un moment pour retrouver complètement ses esprits. Hugo et Salif, ils sont sonnés au point de voir même deux lumières qui semblent flotter au-dessus de la rivière. Ils comprennent pas vraiment ce qui se passe, mais ils entendent quand même des voix s'approcher. Alors retrouvant un petit peu de lucidité au fil des secondes, ils s'aperçoivent que ces lumières en fait sont des lampes frontales et que deux hommes avec de grandes bottes en caoutchouc courent vers eux. Ces deux hommes, c'est Jean-Louis et Mathias, un père et son fils qui s'offraient une partie de pêche nocturne avant l'incident. Ils se précipitent vers la voiture et aident Hugo et Salif à s'en sortir. Alors la première nouvelle, c'est que Hugo et Salif ne sont pas blessés et tout va bien, mais il y a une mauvaise nouvelle, c'est que à peine ont-ils le temps de sortir de la voiture qu'il y a une voiture qui s'arrête de l'autre côté du champ et il y a 5 hommes du coup, les 5 hommes de la boîte, qui en descendent. Salif explique rapidement à Jean-Louis et à Mathias qu'ils sont poursuivis et que c'est pour ça qu'ils ont eu un accident. Et le fils du pêcheur, du coup Mathias, repart en courant vers leur camp provisoire pendant que le père demande aux nouveaux arrivants ce qu'ils viennent faire et tente de calmer les choses. Alors oui, je sais, on aimerait tous croiser quelqu'un comme Jean-Louis dans ces moments-là. Mais bon, pas de bol, les 5 garçons en face sont vraiment des durs à cuire, on va dire, et commencent à insulter Jean-Louis qui n'a rien fait. Sauf que Jean-Louis, ça l'impressionne pas du tout et il ne compte pas se laisser intimider par quelques jeunes qui jouent au dur et surtout, il veut pas laisser les 5 garçons s'occuper d'Hugo et Salif sans rien faire. Du coup, il se met devant eux et leur dit qu'il ferait mieux de partir d'ici. Hugo et Salif sont à la fois reconnaissants et inquiets quand même pour l'homme qui se tient debout devant eux. Les 5 jeunes qui viennent d'arriver continuent quand même de menacer Jean-Louis, Hugo et Salif et l'un d'entre eux va même sortir un couteau. Et là, les choses
deviennent vraiment sérieuses. Ce sont des vies qui sont en jeu et chacun semble figé. Mais alors que celui qui tient le couteau s'approche de Jean-Louis, un coup de feu assourdissant va retentir. Mathias est revenu de leur camp avec un fusil, car oui, ils ne sont pas juste pêcheurs, ils sont aussi chasseurs, et quand ils pêchent la nuit, en pleine nature, ils se méfient des sangliers qui sont imprévisibles. Du coup, ils ont toujours un fusil avec eux. Et Mathias, en voyant quelqu'un s'approcher de son père avec un couteau, il a donc tiré en l'air pour faire peur, et maintenant, il va viser le porteur du couteau en ordonnant de dégager. Et ça marche, parce que les poursuivants sont clairement refroidis, ils n'osent plus vraiment bouger et laissent rapidement tomber en retournant à leur voiture. Jean-Louis appelle immédiatement la gendarmerie avec Hugo et Salif en donnant un maximum de détails sur la voiture, sur leur physique, etc. Et surtout, ils vont dire quelque chose de très intelligent, qui sont certainement, que les 5 jeunes hommes sont retournés à l'Apocalypse, la boîte où ils étaient. Et c'est juste, les 5 garçons sont retournés là-bas dans la boîte. Quelques minutes plus tard, la gendarmerie va donc arriver à la boîte, rentrer dans la boîte de nuit et arrêter les 5 garçons, et ils vont même tomber sur le couteau avec lequel ils ont menacé. Alors Hugo et Salif, vous l'aurez deviné, ne retourneront plus jamais de leur vie à l'Apocalypse, mais surtout ils sont vraiment très contents d'avoir croisé quelqu'un comme Jean-Louis et Mathias, qui, alors ils font de la pêche nocturne, perso je savais pas que ça se faisait, mais ils ont été très contents de tomber dessus parce que ça les a vachement aidés, on sait pas ce qui se serait passé sinon. Mais voilà, je pense que ça a vachement refroidi les idées d'Hugo d'être un peu bad boy. Je pense qu'il va plus se concentrer sur des bars ou des restos un peu plus tranquilles que dans des boîtes qui sont un peu craignos. Mais bon, la morale de l'histoire, c'est quoi? Moi, j'en ai noté plusieurs. C'est ça que ça sert à rien de jouer les gros durs pour impressionner comme Hugo l'a fait. Et surtout, on ne drague pas les copines des autres parce que ça peut créer des histoires. Et en tout cas, moi, ce que je vais noter, c'est que faire de la pêche nocturne avec Jean-Louis et Mathias, ça a l'air trop cool. Alors pour cette première histoire, on va parler de Juliette. Et Juliette, elle a vécu un trauma quand elle habitait encore dans sa ville natale. Et est-ce que Juliette va nous dire le nom de sa ville natale ? Oui, c'est Toulouse. Donc comme ça, au moins, on est fixé. Et pour vous mettre directement dans le contexte, Juliette, c'est une femme qui a 43 ans, qui a le cœur sur la main. Donc aider les gens, c'est quelque chose qu'elle adore faire. Et d'ailleurs, elle explique qu'elle travaille dans une librairie car elle adore parler avec les clients de ce qu'ils ont lu, s'ils ont bien aimé, etc. Et elle aime bien surtout du coup conseiller sur des livres, etc., etc. Et il faut dire qu'en général, les gens apprécient Juliette. Enfin ça, c'est elle qui nous le dit, mais en gros, dans sa librairie, il y a tout le monde qui est sympa avec, que ce soit les clients ou même le personnel. Alors, je vais vous donner les horaires de Juliette car ça a son importance pour la suite. Elle travaille de 8h30 à 14h30 du lundi au vendredi. Alors plutôt pas mal comme horaire, on va pas se le cacher. Et donc du coup, ce qui lui laisse le temps, pas mal de temps l'après-midi pour son projet qui est d'écrire un roman. Et en même temps, j'ai envie de te dire, c'est à peu près normal parce que c'est une libraire. Est-ce qu'on fait beaucoup de préjugés ici? Oh, un petit peu quand même. Notre histoire va donc démarrer un matin lorsque Juliette se rend à la librairie. Elle prend comme d'habitude le même chemin pour y parvenir, sauf que cette fois-ci, elle croise un SDF qui lit un journal au bord de la route. Et ce journal, comment il est? Il est dans un sale état. Il est déchiré un peu de partout. Et ça, notre amie Juliette, elle aime pas du tout. Les livres, la lecture, tout ça, c'est sa passion, donc voir un journal déchiré, pour elle, c'est non. Et Juliette, dans un élan de bonté, va se rendre à côté du SDF et lui donner un petit peu de monnaie pour qu'il s'achète un nouveau livre ou un nouveau journal. Et devinez ce que le SDF lui répond. Tout simplement qu'il en achètera un juste pour elle. Alors le SDF, clairement, il perd pas son temps, gros dragueur ce SDF. Juliette, elle explique qu'à ce moment-là, ça l'a pas forcément alarmée et elle a continué son chemin en direction de sa librairie comme si de rien n'était. Et bon voilà, après tout, le SDF a pas mal de réparties, il y a rien de mal. Bref, la journée continue pour Juliette qui arrive au travail, dépose ses affaires et commence à classer ses documents importants. La routine pour Juliette. Maintenant, on va reprendre l'histoire, il est 14h30, Juliette sort du travail et en sortant, elle croise de nouveau le SDF qui, vous l'aurez deviné, tient un livre tout neuf dans les mains. Juliette, intérieurement, elle est contente car elle voit quelqu'un lire et ça lui fait toujours plaisir. Elle lui demande s'il aime bien le livre qu'il a pris et ce dernier lui répond tout souriant que c'est la meilleure histoire qu'il a jamais lue. Alors ok. Et Juliette va alors demander de quoi ça parle, mais là le SDF, il a du mal à répondre, il bégaye un peu et c'est pas normal car elle a juste demandé de quoi parlait son bouquin, elle a pas posé une question qui était impossible à résoudre. Finalement le SDF va dire que ça fait longtemps qu'il n'avait plus lu et qu'il a des difficultés à lire comme ça au bord de la rue. Alors Juliette ne comprend pas trop mais décide d'en rester là. Sauf que sur le chemin du retour, elle va avoir une idée en tête. Oui, Juliette, elle a le cœur sur la main, on l'a dit tout à l'heure, et elle veut en fait proposer au lendemain matin au SDF de venir s'installer à la librairie 1 heure ou 2 pour lire
à son aise. Et vous allez voir que en fait c'est une très mauvaise idée. Alors le lendemain du coup Juliette recroise le SDF et l'invite à l'accompagner à la librairie pour qu'il puisse lire correctement et au calme. Lui accepte et lui dit mot pour mot cette phrase: merci beaucoup Juliette, personne n'a jamais été aussi gentil avec moi. Le problème c'est que Juliette elle est choquée parce qu'elle lui a jamais dit comment elle s'appelait. Alors comment du coup est-ce que le SDF peut connaître son prénom? Donc Juliette elle est un peu choquée comme on vient de dire, mais elle ne se sent pas à l'aise à l'idée de revenir en arrière sur sa proposition et elle se dit qu'elle a dû dire un jour son prénom SDF et qu'elle s'en rappelle tout simplement plus. Alors bref, quelques minutes plus tard, ils arrivent ensemble à la librairie et Juliette laisse le SDF de son côté le temps qu'elle travaille. Mais après seulement une heure de travail, une collègue l'appelle et lui dit qu'il y a un vieil homme qui la cherche. Donc Juliette va voir le SDF et lui demande ce qu'il veut. L'homme lui dit alors qu'il a fini de lire et qu'il sait maintenant lire correctement. Mais après ça, il propose à Juliette de l'accompagner chez elle à la fin de son travail pour tout simplement lui lire un livre. Alors vraiment, trop bizarre comme demande. Et là, clairement, ça commence à faire beaucoup pour Juliette. D'abord, l'homme dit à Juliette qu'il achèterait un livre juste pour elle. Ensuite, il l'appelle par son prénom. Et puis maintenant, il veut s'incruster dans l'appartement de Juliette. Cette relation va clairement beaucoup trop vite. Ou alors, simplement, et cet homme est beaucoup trop bizarre. Et perso, je penche pour la deuxième option. Alors bref, vous imaginez bien que Juliette a directement refusé sa proposition et elle reste un peu sur ses gardes. Alors Juliette, elle aime bien aider, mais quand ça va trop loin comme ça, quand ça rentre dans son intimité, elle apprécie pas du tout. Pire, elle trouve vraiment que c'est trop bizarre. Et là, le SDF, il n'est pas du tout content que Juliette refuse sa proposition, ce qui va du coup le rendre très triste et du coup, il dit à Juliette qu'il va faire un tour dehors pour se calmer ou même prendre l'air. Au bout de 30 minutes, Juliette va avoir des regrets d'avoir fait de la peine à ce vieux SDF. Du coup, elle décide d'aller voir comment il va à l'extérieur. Sauf qu'en sortant de la librairie, elle peut voir le SDF sortir d'une vieille voiture garée en face de la librairie. Alors déjà, c'est un peu bizarre, mais le truc le plus louche, c'est qu'elle remarque que dans sa voiture, il y a plein de livres. Et vous l'aurez compris, c'est pas normal qu'il y ait autant de livres dans sa vieille voiture si justement la veille, il dit qu'il a du mal à lire. Bon, soit il se dirige vers Juliette, s'excuse pour sa proposition malvenue et demande s'il peut encore lire un peu dans la librairie. Alors bon, pour Juliette, c'est trop, elle trouve ça trop bizarre, il y a beaucoup d'incohérences chez ce SDF, mais elle peut pas lui refuser de rentrer dans la librairie. Elle accepte donc ses excuses et le laisse rentrer tranquillement à l'intérieur. Passé 14h30, Juliette a donc fini son travail, rentre chez elle et se met à écrire son roman tranquillement chez elle. Et tout se passe bien et c'est vers 22h où Juliette est complètement épuisée et décide donc d'aller tout naturellement se coucher. C'est quelques heures plus tard que Juliette se réveille en sursaut par des toquements de porte. Et quand Juliette reprend ses esprits, quand elle se réveille, elle n'entend plus un bruit et vous savez souvent quand on entend un bruit la nuit, c'est souvent rien du tout. Et comme Juliette n'entend plus rien, elle se rendort directement en pensant que c'était simplement un bruit qui provenait de son rêve. Et Juliette explique que par la suite, elle a à peine le temps de fermer les yeux, qu'elle entend chuchoter près de sa porte d'entrée. Donc Juliette sort de sa chambre, va dans le salon où se situe la porte d'entrée et écoute attentivement le bruit. En fait, ce que Juliette entend lui donne des frissons. Elle entend quelqu'un lire une histoire et vous l'aurez deviné, c'est la voix du SDF qu'elle distingue à travers la porte. Juliette est donc effrayée, elle a peur pour sa vie et va donc lentement retourner dans sa chambre, s'enfermer à double tour et appeler la police. Et chance pour Juliette, la police arrive une dizaine de minutes plus tard, elle entend énormément de bruits de lutte, de bagarre devant sa porte. Elle dit que ces bruits, elle ne les oubliera jamais et que c'est encore à ce jour toujours aussi effrayant pour elle de se remémorer ça. Mais bon, quelques secondes plus tard, c'est la police qui toque à sa porte et qui rassure Juliette. Les policiers lui font le topo habituel et demandent à Juliette de venir déposer plainte le lendemain matin quand elle se sera bien reposée. Et quand la police va repartir, Juliette va aller directement à sa fenêtre pour savoir si c'était vraiment bien le SDF à sa porte. Et oui, elle peut observer le SDF dans la voiture de police qui adresse le sourire le plus malsain qui puisse à Juliette. Le lendemain matin, Juliette va donc au commissariat pour déposer plainte et ce qu'elle va apprendre va la terrifier. Les policiers ont raconté à Juliette que ce SDF était déjà activement recherché par la police pour agression sexuelle et qu'il avait commis ses crimes dans d'autres villes en France. Et c'est pas tout. Les policiers ont aussi raconté que cet homme attendait paisiblement en tailleur devant la porte de Juliette avec un livre à la main et un couteau dissimulé. Alors Juliette explique aussi que cet homme a priori ne lisait pas n'importe quel livre mais il lisait Le Petit Chaperon Rouge. Alors pourquoi Le Petit Chaperon Rouge? Parce que cet homme a raconté aux policiers qu'il était le grand méchant loup et c'est pour ça qu'il attendait devant chez Juliette que Le Petit Chaperon Rouge sorte.
Alors autant vous dire que Juliette ce soir-là l'a échappé belle et qu'elle a eu le bon réflexe de s'enfermer et d'appeler rapidement la police. Ce qui est dommage dans cette histoire, c'est que depuis ce jour-là, Juliette elle explique qu'elle ne fait plus aussi confiance aux gens et qu'elle est devenue moins gentille qu'avant. Elle dort aussi moins bien, se méfie de tout le monde. Bref, pour moi c'est juste horrible en fait. Je trouve que c'est dommage qu'un malade puisse du coup pourrir la vie d'une femme qui n'a rien demandé. Et comme on l'avait dit au début de la vidéo, c'est quelqu'un qui avait le cœur sur la main et je trouve ça juste horrible. Bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas, il y a une seconde histoire et je peux vous dire que celle-ci, elle est juste incroyable et dédicace à Hervé qui est le héros de cette histoire. Alors petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Alors place à la seconde histoire et pour ceux qui aiment le bateau ou faire du bateau, c'est peut-être une mauvaise idée d'écouter cette histoire. Pour cette seconde histoire du coup les amis, je voudrais vous parler d'une histoire qui m'a marqué. J'en ai jamais vu de pareil sur YouTube, enfin peut-être que vous aussi, mais moi j'en ai jamais vu de tel. L'histoire va se passer en pleine mer et vous allez voir que vous ne serez plus aussi serein sur un bateau. Et pour tous ceux qui ont rapidement le mal de mer comme moi, ça vous donnera une raison de plus pour ne pas prendre le bateau. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de faire des histoires, on va dire sur terre, en France, aux États-Unis, en Angleterre, mais jamais en pleine mer et donc je suis trop content en fait de vous raconter celle-ci. Alors du coup, on va se placer au niveau des mers agitées du golfe d'Aden. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, mais je pense. Au large du Yémen, entre l'Afrique de l'Est et l'Arabie Saoudite. Et notre héros, car oui, vous allez voir que c'est un vrai héros, c'est Hervé et c'est lui qui nous raconte l'histoire. Hervé, c'est un ancien maire à la retraite qui a décidé de se reconvertir dans l'humanitaire. Alors pas mal comme reconversion. Et vous allez voir que Hervé, il a pas mal d'ambition. Hervé, il veut traverser la Méditerranée, le canal de Suez, puis la mer Rouge afin d'atteindre Djibouti. Alors je vous l'ai dit, le mec il est déterminé comme jamais. Lors de la traversée, tout se passe bien, il arrive à Djibouti tranquillement, il fournit de la nourriture, des soins médicaux pour la population locale et c'est cool, c'est juste trop fort. Sauf que c'est pas tout. Lui, il ne veut pas s'arrêter là, il n'a pas prévu de s'arrêter là avec son équipage qui se balade avec lui, car désormais son objectif c'est d'aller au Sri Lanka. Et pour ceux qui ne voient pas où c'est, on va dire que c'est au sud de l'Inde. Mais vous allez voir que c'est lors de son trajet vers le Sri Lanka qu'Hervé, le capitaine du bateau et son équipage vont vivre un véritable cauchemar. Alors maintenant, il faut faire un point sur le bateau. Alors c'est un bateau de pêche de taille moyenne qu'il a transformé pour en faire un navire humanitaire. Ah et je vous l'ai dit, Hervé, il est déter. Et Hervé, je vous ai parlé tout à l'heure de son équipage, il est accompagné de 7 personnes. C'est indispensable pour faire des rondes, on va dire ça comme ça. Vous vous imaginez bien pour que chacun puisse se reposer. Et donc maintenant que Hervé et son équipage prennent la route pour le Sri Lanka, ils doivent absolument passer par le golfe d'Aden qui longe le nord de la Somalie. Hervé explique qu'ils sont partis vers 8h du matin de Djibouti et s'engagent dans ce fameux golfe qui est réputé pour être à risque. Alors en fait, les côtes somaliennes sont situées à quelques kilomètres seulement et ça peut arriver parfois que des pirates somaliens s'invitent au voyage. La marine incite donc à être très vigilant et une fréquence d'appel d'urgence est disponible en cas de nécessité. Donc 2 heures après leur départ, il est environ 10h du matin et le capitaine Hervé est appelé par un membre de son équipage en urgence à l'arrière du bateau. Alors il avertit qu'un petit bateau de style Zodiac arrive à grande vitesse dans leur direction au loin. Hervé prend donc ses jumelles et voit effectivement un Zodiac qui arrive à une allure folle sur eux. Et avec les jumelles, Hervé peut s'apercevoir que ce Zodiac contient environ 6 hommes et qu'ils sont tous armés jusqu'aux dents. Et clairement, ça va être compliqué pour Hervé parce que avec son équipage, ils sont peut-être 7, mais ils sont pas armés par rapport à 6 hommes armés, ça va être compliqué. Hervé, il sait qu'en mettant les gaz, il a à peu près 5 à 8 minutes devant lui avant que le Zodiac arrive à leur hauteur. Donc le premier réflexe de Hervé, c'est donc de communiquer à la radio avec tous les bateaux aux alentours pour leur dire de s'éloigner de la zone. Hervé explique aussi que quand il y a une attaque de pirates qui échoue, les pirates vont aussi rester dans la zone et essayer de trouver d'autres navires jusqu'à ce qu'ils parviennent à leur but. Alors déjà plutôt sympa Hervé de penser aux autres plutôt qu'à soi, mais bon Hervé, là il y a un petit peu urgence pour toi, faut y aller là. Alors Hervé va ensuite contacter le pays côtier pour prévenir d'une attaque de pirates afin qu'ils viennent les aider le plus vite possible. Mais Hervé il est pas bête, il sait que le temps que le navire le plus proche arrive, ça sera trop tard et les pirates seront déjà là. Du coup Hervé il sait clairement qu'il a besoin de gagner de temps avant les secours. Et là Hervé, masterclass de sa part, pour gagner un peu de temps et dissuader les pirates de continuer à les approcher, il va dire à un membre de son équipage d'aller chercher le seul pistolet qu'ils ont pour se défendre et Hervé au passage va demander les paires de lunettes en plus. Alors vous pensez qu'Hervé va avoir la classe pour faire chasser les pirates? Pas du tout. Hervé, il a juste une idée de génie. Il va prendre un vieil harpon ainsi que les lunettes de soleil du membre de son équipage pour mimer un sniper.
pendant que son coéquipier va tirer avec le pistolet pour faire du bruit. Et devinez quoi? Et ben ça marche. Alors résultat, Hervé s'allonge comme un sniper, sauf qu'il a un harpon à la place du coup de l'arme, puis il positionne les lunettes de soleil bien comme il faut pour que ça brille de loin comme si c'était une lunette de sniper. Et vous savez quoi? Et ben ça va marcher. De loin, les pirates vont certainement croire que c'est un sniper avec la lunette et le harpon, et ils ont la confirmation quand ils entendent le coup de feu. Alors que je vous le rappelle, c'est un énorme bluff d'Hervé et son équipe. Alors suite à ça, les pirates vont immédiatement faire demi-tour, aller le plus loin possible pour échapper au sniper, et c'est pour ça que je dis gros coup de génie pour Hervé qui a fait preuve d'imagination pour intimider ces pirates. Et comme quoi les apparences sont souvent trompeuses, les pirates pensaient vraiment qu'ils avaient affaire à un sniper, un vrai tireur de sniper en face, sauf que pas du tout, il avait juste un harpon dans les mains et des lunettes de soleil qui brillaient avec le soleil, et puis c'est tout. Et un simple coup de feu d'un petit pistolet quoi. Et maintenant pour l'équipe d'Hervé, plus qu'à prier pour qu'ils ne reviennent pas, pour que les pirates ne reviennent pas, et que les renforts arrivent avant. Et devinez quoi, les renforts arrivent et vont les escorter jusqu'à la terre ferme. Et finalement, du coup, l'attaque des pirates aura bien été déjouée par Hervé, son sang-froid et les décisions qu'il a prises. Voilà, moi je vous le dis, je suis un grand fan de ce monsieur. Bravo à Hervé qui a su gérer cette situation avec brio, en protégeant son bateau et la vie de son équipage. Alors malheureusement, Hervé n'a pas donné d'autres indications sur la suite, mais le plus important, c'est qu'on sait qu'il est sain et sauf et son équipage pareil. Je vous l'avais dit que cette histoire était terrible, je vous ai pas menti. Bon, si vous n'êtes pas encore rassasié, si vous êtes prêts, on va sur une troisième histoire. Et j'espère que vous êtes prêts du coup pour cette troisième et dernière histoire. On va parler d'une femme plus que creepy dans cette histoire. Et pour démarrer, il faut que je vous présente Esther. Esther, c'est professeure d'histoire géo de 35 ans, mais elle raconte que les événements que je vais vous raconter s'est passé lorsqu'Esther avait seulement 19 ans. À l'époque, elle habitait à Poitiers avec son petit ami dans un appartement de 45 mètres carrés situé au 3e étage. On est début septembre et Esther vient d'avoir le bac et a hâte de démarrer ses études pour faire professeur. La rentrée démarre et Esther nous confie que les premiers cours sont assez difficiles car elle n'a pas l'habitude, mais qu'elle sait qu'avec le temps, elle va s'habituer, elle va prendre son rythme. Et comme tout nouveau première année, Esther, elle a une soirée d'intégration dans sa fac et cette soirée, elle est prévue pour le jeudi qui suit et elle a hâte vraiment d'y être. Alors même si Esther est plutôt timide, elle décide d'y participer en y allant avec son petit ami. Elle explique que la soirée se déroule très bien et Esther fait la connaissance de pas mal de camarades qui sont avec elle en cours. La soirée se prolonge jusque tard dans la nuit et finalement Esther et son petit ami rentrent à l'appartement vers 2h30 du matin. Alors heureusement pour eux, ils n'ont pas cours avant demain après-midi, donc ils peuvent faire la grasse mat et ça c'est plutôt cool. Faut savoir qu'Esther et son petit ami ne boivent pas beaucoup d'alcool, je précise ça pour la suite de l'histoire et surtout pour expliquer que le couple est quand même assez lucide au moment des faits. Alors bref, quand ils arrivent devant l'entrée du bâtiment, Esther et son copain trouvent la porte du rez-de-chaussée grande ouverte. Mais à ce moment-là, ils pensent que ça doit juste être un voisin qui a oublié de la fermer, donc ils continuent et entament la montée des 3 étages grâce à l'escalier. Mais en montant les escaliers vers l'appartement, ils commencent à entendre des chuchotements. Et plus ils montent, et plus ces chuchotements sont forts. Et ça, j'avoue, ça me fait penser à la première histoire. Ces chuchotements se transforment en répétition de phrases bêtes à mesure qu'ils montent les étages. Un peu comme si quelqu'un répétait une incantation, en tout cas. C'est comme ça qu'Esther l'a perçu. Et une fois arrivés au 3e étage, Esther et son copain restent tout simplement figés. Pourquoi? Parce que clairement, ce qu'ils voient les fait méga flipper. En fait, il y a une femme qui est plantée en plein milieu du couloir. Cette vieille femme porte des habits noirs déchirés et elle tient un panier en osier et une espèce de bague à clochette sur sa main, c'est ce qu'Esther raconte encore une fois. Et elle nous dit aussi que la vision de cette femme est très flippante et qu'on dirait même vraiment une sorcière. Et pourtant, Esther nous dit qu'elle apparaît comme une vieille femme à cause de sa posture, de ses vêtements déchirés, mais qu'au niveau de son visage, elle en fait plus 35-40, comme si elle avait la police. Et pour être précis, la femme est donc en plein milieu du couloir et elle est face à une porte de leur voisin, en biais du coup par rapport à Esther et son copain, et elle chantonne des comptines d'enfants comme Une souris verte ou encore Petit Papa Noël. Et ça, clairement, Esther, elle comprend toujours pas à l'heure actuelle pourquoi elle faisait ça. Mais bon, faut savoir que maintenant, Esther et son copain sont bien embêtés car leur appartement se situe derrière cette dame, donc ils sont obligés de passer à côté de la femme pour l'atteindre. Et franchement, Esther et son copain n'ont pas envie de passer proche de cette dame car elle est vraiment chelou et ça se comprend. Elle a l'air tellement folle en fait qu'elle peut être super imprévisible en fait. Mais bon, pas le choix, Esther et son copain passent discrètement derrière elle pour atteindre l'appartement au bout du couloir. Alors quand ils arrivent devant la porte, au moment où ils commencent à tourner la clé dans la serrure, ça fait un petit bruit, un petit cliquetis et la femme arrête de chanter d'un coup et se retourne vers eux. Elle les fixe avec un regard presque vide. Ça dure quelques secondes, mais pour Esther, ça dure une éternité. Du coup, le couple s'empresse de rentrer dans l'appartement et se barricade, verrouille la porte à double tour, et c'est tout. Ils ont vraiment très peur, mais ça ne s'arrête pas là. Quelques secondes plus tard, les chants reprennent, mais encore plus fort, comme si la folle, la vieille dame, était juste devant la porte.
Alors Esther et son copain vont immédiatement appeler la police, c'est normal, sauf qu'à peine ils ont le téléphone en main qu'ils n'entendent plus rien. Esther regarde donc à travers l'œillet et en effet, plus aucune trace de cette femme. Donc la police va finalement rien faire ce soir-là parce qu'effectivement la femme est certainement partie, le temps que la police arrive, elle sera déjà bien loin. Donc malgré tout ça, Esther et son petit ami partent se coucher, mais malheureusement Esther va faire une nuit blanche tellement elle a eu beaucoup trop peur. Sauf que le lendemain matin, quand Esther ouvre la porte vers midi pour partir à la fac, elle retrouve une rose fanée sur le pas de leur porte d'entrée. Et si vous avez déjà vu Conjuring 3, c'est pas bon signe du tout. Esther, en tout cas, ne prend pas ça à la légère et elle décide avec son copain d'aller au poste de police pour déclarer ce qui s'est passé. La police, du coup, les rassure et leur dit qu'ils feront des gardes, des rondes dans le quartier. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas faire grand-chose de plus parce qu'ils n'ont pas assez d'informations. Et Esther va également prévenir tous les habitants de l'immeuble pour alerter à propos de cette femme la nuit dernière. Et puis c'est tout. Il se passe plus rien pendant plusieurs semaines, aucune nouvelle de la police, aucune trace de la femme qui ressemble à une sorcière. Et est-ce que l'histoire se termine là-dessus ? Non, pas du tout. Vient le 31 octobre, soit près de 2 mois après l'apparition de la femme dans les couloirs. C'est Halloween et Esther n'aime pas trop cette fête, surtout qu'après ce qui vient de se passer. Et en plus, le 31 tombe sur un samedi soir et manque de bol pour elle, son petit ami est rentré chez ses parents pour le week-end. Ce qui fait qu'elle sera seule chez elle ce soir-là. Esther explique que la journée s'est bien passée. En revanche, le soir, elle décide de rester tranquillement chez elle, à chiller devant Netflix. Sauf qu'il est à peine 22h30 quand Esther entend quelqu'un gratter sur sa porte. Esther, elle est pas dupe et elle sait tout de suite que c'est la femme qui est de retour. Esther se rapproche donc de la porte et entend de plus en plus fort les grattements d'ongles. Et elle raconte également qu'elle entend distinctement un chant provenant d'une femme. Alors là, plus aucun doute, c'est bien cette femme qui est devant sa porte. Esther fonce donc sur son téléphone pour appeler la police. Et une fois que c'est raccroché, Esther hurle dans son appartement pour tenter de la faire partir et surtout pour décharger toute la peur qu'elle a en elle. Et si en plus ça peut avertir les voisins, tant mieux. S'ensuit du coup de longues minutes où Esther va partir se cacher dans les toilettes en priant pour que la dame ne rentre pas chez elle pour lui faire du mal. Et quelques minutes plus tard, l'interphone d'Esther sonne et c'est la police qui demande qu'on ouvre la porte. S'ensuit plusieurs secondes qui paraissent des heures pour Esther, le temps que la police monte. Et là, stupeur, la femme n'est à nouveau pas là, aucune trace de cette femme dans le bâtiment, sauf que cette fois, la police et Esther vont découvrir une chose qui leur fait froid dans le dos. Sur la porte d'entrée, il y a plusieurs taches de sang qui vont terrifier Esther. C'est des taches de sang qui montrent comme si la femme s'est tapé la tête sur la porte jusqu'à s'ouvrir le crâne. Et la fin est d'autant plus louche que finalement la police n'a jamais retrouvé cette femme. En revanche, un peu plus tard, ils ont prélevé du coup le sang sur la porte et ont fait des analyses. Et ces analyses vont révéler du coup que le sang correspondait à celui d'un homme et non d'une femme qui avait commis un cambriolage et tué une femme dans une autre ville. Alors la question qu'on a tous en tête, c'est est-ce que cette femme était en réalité un homme ou est-ce que cette femme avait le sang de cet homme sur elle et qu'elle en a mis sur la porte? Et malheureusement pour cette histoire, on ne saura pas plus, mis à part le fait qu'Esther a déménagé quelques semaines après bien loin de cet immeuble et n'a plus jamais revu cette femme. Alors, on est parti avec la première histoire de Squeezie. Alors, cette histoire a lieu il y a quelques années de ça, et plus précisément en 2014 aux États-Unis. Et la personne qui a vécu l'horreur que je vais vous raconter s'appelle Lucie. Et à cette époque, Lucie est encore à l'université, et pour se faire un petit peu d'argent, à côté de ses cours, elle bosse dans une animalerie qui est spécialisée dans la vente de reptiles et de poissons. Du coup, ça fait environ 1 an que Lucie travaille dans cette animalerie, donc elle est super calée sur tous les animaux qu'elle côtoie au quotidien. Et elle explique aussi qu'elle a l'habitude de voir des clients qui déboulent dans l'animalerie et qui lui posent 10 000 questions pour en savoir plus. Et c'est vrai que quand on prend un nouvel animal de compagnie, c'est normal de se poser pas mal de questions, surtout que cet animal va nous suivre pendant des années. Sauf que un jour, un homme d'une trentaine d'années rentre dans l'animalerie et commence à poser beaucoup de questions à Lucie sur les dragons barbus. C'est un gros lézard avec une bonne bouille. On va vous montrer une photo. Et Lucie explique que ce client a posé des questions pendant plus d'1 heure sur les dragons barbus. Bon, à ce niveau-là, il n'y a rien d'alarmant. Et comme disait Lucie, elle a l'habitude de se faire submerger de questions. Et après tout, les reptiles, c'est quand même pas des animaux communs. Perso, ces petites bêtes me fascinent, donc je serais aussi capable de poser et d'harceler énormément de questions à Lucie. Sauf que l'homme en question, il continue de venir chaque jour à l'animalerie. Et chaque jour, il passe 1 heure, 1 heure et demie à poser des questions à Lucie sur le dragon barbu. Et clairement, soit c'est un ultra passionné de dragon barbu, soit il est vraiment très inquiet à l'idée d'en prendre un et a besoin d'être rassuré, ou soit dernière option, cet homme est très louche. Et perso,
Bah, je penche directement sur la troisième option. Et franchement, à part poser des questions tous les jours à Lucie, je pense qu'il devrait vraiment acheter un livre dessus sur les dragons barbus ou directement faire des recherches sur internet pour en savoir plus. Et donc en fait, cet homme il va revenir chaque jour et chaque jour il va parler uniquement à Lucie. Et du coup là il y a plus de doute, il y a un truc qui cloche. Surtout qu'à force de venir, il connaît du coup parfaitement l'emploi du temps de Lucie et se pointe toujours quand elle est là. Donc cet homme revient voir Lucie tous les jours, pendant plusieurs jours, et à chaque fois la discussion tourne tout le temps autour du dragon barbu et rien d'autre. Sauf que parfois Lucie elle est seule dans l'animalerie, parce que en fait l'animalerie est assez petite et certains jours de la semaine, à certains horaires, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc un vendeur comme Lucie, une vendeuse, ça suffit largement. Et clairement Lucie elle a de plus en plus cette impression que cet homme vient quand elle est seule à la boutique et pas quand il y a du monde autour. Et surtout, lorsque Lucie se retrouve seule face à cet individu, elle est pas du tout à l'aise, pas du tout sereine. Elle a bien compris qu'il n'était pas net. Mais attendez, le plus bizarre arrive. À un moment, au milieu d'une discussion sur le reptile, l'homme place une petite question qui est très dérangeante à Lucie du style « Et sinon, est-ce que tu es en couple ?» Alors forcément, Lucie, elle est super choquée et elle comprend tout de suite que depuis le début, cet homme n'est pas insistant pour rien. Donc elle répond directement qu'elle a un petit ami pour essayer de faire comprendre à l'homme qu'elle n'est pas du tout intéressée. Et ce qui est évidemment un gros mensonge pour se débarrasser du type. Et du coup la discussion prend rapidement fin et tant mieux l'homme repart poliment. Bon, Lucie se dit clairement que ça a dû le calmer et qu'il ne reviendra plus. Et devinez quoi ? Non. Le lendemain matin, l'homme revient dans l'animalerie, sauf qu'à ce moment-là, Lucie elle est dans la salle à manger à ce moment-là, à l'arrière de la boutique, mais l'homme lui se met à balayer du regard toute la zone dans le magasin à la recherche de Lucie. Et bon là c'est sûr, on a la preuve que cet homme s'en fout totalement des dragons barbus et qu'il est juste là pour continuer à parler, voire je dirais même harceler Lucie. Cet homme a clairement une obsession pour elle. Et ça, la manageuse de Lucie, qui est là ce jour-là, le comprend aussi. Parce que oui, Lucie, effectivement, elle en avait parlé à ses supérieurs. Donc à ce moment-là, c'est elle qui est au comptoir et quand elle voit l'homme qui cherche Lucie, elle lui dit poliment d'arrêter de venir parce qu'il commence à être flippant. Sauf que cet individu, y a rien qui va l'arrêter. En fait, il va continuer à venir tous les jours, il va continuer à demander à voir Lucie à chaque fois, sauf que à chaque fois maintenant, Lucie se cache. Mais bon, vous imaginez aussi bien, si vous étiez à la place de Lucie, vous avez la boule au ventre à l'idée d'aller au boulot parce que vous allez croiser cet homme et vous savez pas ce qu'il vous veut. D'ailleurs, Lucie, elle veut plus du tout rester toute seule dans l'animalerie, elle a vraiment une sorte de trauma là-dessus. Et donc, sa manageuse, elle est maintenant là en permanence avec elle pour la couvrir. Et franchement, tant mieux pour Lucie. Du coup, Lucie continue de travailler un petit temps, mais à chaque fois qu'elle aperçoit cet homme qui arrive, elle part se cacher dans la salle à manger derrière le magasin. Et sa manageuse prend automatiquement le relais. Mais clairement, au bout d'un certain temps, c'est plus jouable. Lucie en a marre. Elle n'en peut plus d'être constamment dans l'angoisse quand elle travaille, à l'idée de voir cet homme franchir les portes du magasin. Donc elle décide clairement de démissionner et de quitter son travail pour ne plus jamais avoir affaire à cet homme. Et suite à ça, il y a un mois qui va s'écouler et Lucie en oublie presque cette histoire. Sauf qu'un jour, Lucie est installée devant la télé avec son père pour regarder les infos et vous n'imaginerez jamais ce qu'elle voit. Ou peut-être que si vous avez vu la vidéo de Squeezie. En fait, elle va reconnaître l'homme de l'animalerie qui est en train de se faire escorter par la police en dehors d'une maison qui est apparemment celle de son ex-copine. Et le journal télévisé, il va expliquer que son ex-copine ne s'est pas présentée au travail depuis quelques jours. Donc ses collègues ont naturellement appelé la police afin qu'il aille jeter un œil chez elle pour voir si elle va bien. Et quand la police retrouve cette femme, elle est en fait dans la baignoire de son domicile, sous un sac plastique, et le pire arrive, et oui, il y a encore pire que ça. Parce que dans la cuisine, les policiers vont retrouver une assiette avec des os, des bouts de crâne et du sang. En fait, cet homme qui allait toujours à l'animalerie de Lucie, il est rentré chez son ex-copine et l'a poignardé à plusieurs reprises, et puis il fait des choses innommable. Alors clairement, je veux pas tout dire dans cette vidéo tellement c'est hardcore et difficile de faire plus horrible que ça franchement. Et on apprendra aussi par la suite, d'après Lucie, que selon les enquêteurs au moment des faits, cet homme en fait était sous l'effet d'une drogue de synthèse qui pourrait en fait rendre cannibale. Mais bon, ça n'excuse pas du tout ce qu'il a fait, bien au contraire. Finalement, l'homme plaidera la possession démoniaque pour éviter la prison, mais ce sera évidemment refusé et franchement, tant mieux. Alors bref, je vous précise quand même, et pour que vous soyez encore plus mal, que c'est une histoire vraie. Et en fait, il y a eu beaucoup d'articles là-dessus et beaucoup d'interviews au sujet de cet homme que vous pouvez facilement trouver sur Internet. Et bon, pour en revenir à Lucie, vous imaginez bien qu'en voyant ça, elle s'est sentie vraiment mal. Cet homme qui est venu plein de fois à l'animalerie, on est sûr que ses intentions étaient très mauvaises et c'est pas forcément de juste kidnapper qui est déjà horrible, mais c'était vraiment de faire des choses très très malsaine. Et heureusement, Lucie a vite compris en fait que cet homme était ultra louche. Maintenant, elle constate aussi que c'est un gros psychopathe et en plus un cannibale. Donc Lucie à ce moment-là, elle ne peut plus s'empêcher de se dire que si elle n'avait pas démissionné, elle aurait peut-être aussi fini dans une assiette comme l'ex-copine de cet homme.
Mais pour elle, rien que l'idée de se dire qu'elle est en contact direct avec un mangeur d'humains et un tueur de femmes, pendant plusieurs semaines, ça l'a forcément paralysée et on la comprend. Franchement les amis, je vais pas vous mentir, j'ai regardé la série Hannibal et en la regardant, je me suis toujours dit que certaines scènes pouvaient donner des idées de repas du coup à des psychopathes. Et croyez-le ou non, cette série elle est sortie en 2013, soit environ à peu près un an avant cette histoire. Et à ce stade, j'ai clairement pas envie de croire à une coïncidence. Moi perso, ça me rassure pas du tout en fait. En tout cas, c'est très flippant et je vous laisse méditer sur ça, mais en attendant, place à une autre histoire. Alors pour cette seconde histoire, j'ai vraiment envie que vous me disiez en commentaire ce que vous allez en penser. Moi, je la trouve juste incroyable. Alors, je vais vous parler d'une histoire terrifiante qui s'est passée au bord d'une autoroute américaine en 2021. Et oui, c'est il y a pas si longtemps que ça. Et pour ne pas perdre de temps, je vais vous donner tout de suite le contexte. On est avec William, un Américain, qui habite près de Denver. Il explique qu'il vit à 1 heure de Denver, dans une petite ville de Jamestown. Et que chaque jour, il prend sa voiture pour justement rejoindre Denver et travailler là-bas. Alors William explique qu'un soir d'hiver, alors qu'il rentrait de Denver, il a vécu un moment ultra angoissant et il s'estime surtout très chanceux de la tournure des événements. En fait, William part du boulot vers 19h et comme à son habitude, il entame son trajet d'1 heure pour rentrer chez lui. Donc il n'y a personne sur la route. William, il est seul sur les grandes routes américaines quand il aperçoit au loin des phares d'une voiture arriver derrière lui. Alors rien d'alarmant bien entendu, sauf que la voiture met les pleins phares sur William et qu'il est très gêné par ça. Et franchement, je comprends aussi tout à fait, c'est très énervant. Donc William explique que ça va durer plusieurs minutes comme ça. Et ce qui est embêtant, remarque William, c'est qu'avec les pleins phares, il ne voit plus rien. Il peut rien voir de ce qui se passe derrière lui. Les phares l'éblouissent, donc il ne peut pas voir le modèle de la voiture, ni sa plaque d'immatriculation, ni qui est au volant de la voiture, que ce soit un homme ou une femme, et combien ils sont dans la voiture. Alors William, au bout d'un moment, se met à faire des appels de frein pour faire remarquer à l'automobiliste derrière lui que c'est pas cool ce qu'il fait. Et là, d'un coup, le conducteur derrière, il éteint directement ses phares. Et à partir de ce moment-là, William, il est plus ébloui du tout, certes, mais il ne voit plus rien en fait, mis à part vaguement les formes de la voiture qui est derrière. Et inutile de rappeler qu'une voiture sans phare sur l'autoroute, ça fait flipper certes, mais c'est aussi ultra dangereux en fait. À tout moment, il y a n'importe qui va pas voir cette voiture et qui peut lui foncer dedans. Alors William explique que ça va le faire un petit peu flipper, donc du coup il va accélérer et rouler au-dessus des limitations de vitesse pour s'éloigner de la voiture. Et vous l'aurez compris, William effectivement n'est pas serein et ça se comprend. Et malheureusement ces doutes vont s'avérer être justifiés. Quelques minutes plus tard, William voit dans son rétro un truc bouger. Et c'est de nouveau cette voiture qui arrive à toute vitesse et encore une fois sans phare, donc c'est très dangereux. Et à ce moment-là, tout se passe très vite. La voiture sans phare fait une énorme queue de poisson à William et freine brusquement. Résultat, William s'écrase dans la voiture sans phare, les airbags se déclenchent et William est totalement sonné. Alors sentant qu'il est en danger, William essaye rapidement de reprendre ses esprits pour sortir de sa voiture et courir en direction opposée de ce fou furieux qui vient de lui faire une queue de poisson en plein milieu de l'autoroute. William reprend donc ses esprits, regarde par la fenêtre pour sortir quand il voit déjà 2 hommes en fait sortir de la voiture sans phare devant lui. Donc là William, il a des sueurs froides et se dit que tout est fini pour lui. Et c'est vrai, quelques secondes plus tard, les 2 hommes tentent déjà de forcer la porte pour s'en prendre à William. Et là, William ferme les yeux, commence à s'évanouir par peur, puis tout d'un coup, il est surpris par une lumière qui est aveuglante et d'un gros bruit résonnant. Et en fait, cette lumière, c'est heureusement les pleins phares d'un camion qui arrive. Et ce bruit, c'est évidemment le son d'un camion qui klaxonne sans s'arrêter. Alors coup de chance pour William qui reprend ses esprits et voit directement les 2 hommes retourner à leur voiture en courant et démarrer en traîneau. Le camion arrive à hauteur de William et à bord du camion on voit un chauffeur qui s'appelle Alan et qui vient à la rescousse de William. Donc William se sent maintenant en sécurité depuis que les 2 hommes sont partis et il remercie immédiatement Alan de l'avoir aidé. Et on est d'accord que si Alan n'était pas arrivé avec son camion pour sauver William, je suis presque sûr que je serais pas là en train de vous raconter cette histoire parce que je pense pas que William s'en serait sorti. Heureusement du coup pour William, il s'en sortira simplement, on va dire simplement, avec 2 côtes cassées et une entorse au poignet. Et William, après avoir porté plainte, va finalement jamais savoir qui étaient ces gens, pourquoi ils s'en sont pris à lui et surtout que voulait-il vraiment. En tout cas, force Alan qui passait par là en camion et qui a eu du courage, qui a probablement sauvé la vie de William. Et si vous le souhaitez, je vous invite à mettre en commentaire merci Alan. Ça me fait penser un petit peu à Michel. On avait parlé d'un chauffeur Uber Michel et on avait tous dit merci Michel en commentaire. C'était trop sympa. Cette histoire, elle me fait clairement penser à une autre histoire qu'on a déjà évoquée sur la chaîne. C'est celle d'un étudiant qui s'est fait prendre en embuscade dans le désert américain et qui a réussi à s'échapper de justesse. Mais en tout cas, si vous n'en avez pas encore assez, on passe tout de suite à la 3e et dernière histoire. Alors pour cette 3e et dernière histoire, je vais vous partager l'horrible expérience de Célia, qui je suis sûr va vous glacer le sang. Entre nous, c'est pas son vrai nom, mais pour respecter son intimité, on va l'appeler
comme ça. Alors bref, Célia, au moment de cette histoire, elle a 24 ans et vous allez voir qu'elle a vécu un truc de ouf. L'histoire se passe en mai 2016, donc il y a plusieurs années. Célia, qui est célibataire à l'époque, traîne sur une appli de rencontre, classique. Vous me direz, elle tombe sur un mec qu'on va appeler Michael et en fait avec lui ça match direct, tout se passe bien. Ils discutent très souvent par texto et le courant passe très bien, donc ils décident de se rencontrer un week-end pour faire plus ample connaissance. Et c'est là que les choses commencent à devenir petit à petit bizarres. Alors ils se donnent rendez-vous dans un parc, Michael arrive en costard, bien habillé, avec dans les mains une boîte de gâteaux, mais pas n'importe lesquels, ceux que Célia préfère. Et ça fait très plaisir à Célia car le fait que Michael retienne la marque de ses gâteaux préférés montre qu'il est très attentionné et à l'écoute. Alors vous imaginez le truc vous, cet homme a retenu le détail d'une conversation qu'ils ont eu il y a quelques semaines, c'est une très belle attention, mais attendez la suite, méfiance. Célia, elle dit que durant le rendez-vous tout s'est bien passé, à part ce petit quelque chose que je vais vous raconter. Parce qu'en fait, ce garçon Michael du coup dit des phrases et a des manières qui la mettent pas très à l'aise. Alors par exemple, Célia lui a fait un compliment sur son beau costume et là l'homme répond merci, c'est le costume que je portais à l'enterrement de la mère d'un pote. Alors oui, vous avez très bien entendu, c'est un peu louche, surtout dans un premier rendez-vous, mais vous avez pas encore tout vu. Mais bon, Célia se dit que c'est peut-être juste un mec un peu original. Et comme il y avait à ce moment-là rien d'autre à signaler et que du coup Michael était un garçon très beau, très sympa, elle a décidé de continuer l'aventure avec. Du coup, ils décident de se revoir encore et encore, mais attention, jamais le lundi. Oui, en fait, l'homme précise, Michael précise qu'il n'est jamais disponible le lundi sans donner plus d'explications. Alors Célia lui demande pourquoi, mais Michael reste assez mystérieux là-dessus et ne dit rien. Et bizarrement, ça lui donne un genre de charme pour Célia qui voit Michael comme quelqu'un d'inaccessible et du coup ça l'attire encore plus. Alors bref, le temps passe et tout va bien pour Michael et Célia, ils commencent à se voir de plus en plus souvent et leur relation devient de plus en plus sérieuse. Ils vont jusqu'à dormir chez l'un puis chez l'autre, mais au fur et à mesure de leur relation, Michael devient encore une fois de plus en plus bizarre. Une nuit, Célia va se réveiller en pleine nuit et trouve Michael assis à table dans le noir en train de la fixer avec une cigarette à la main. Alors du coup, Célia lui demande pourquoi il ne dort pas et Michael répond tout simplement qu'il est insomniaque et puis il ajoute un détail assez creepy, c'est qu'il la trouve très belle quand elle dort. Alors ça peut peut-être encore une fois paraître charmant d'un point de vue extérieur, mais Célia nous explique que encore une fois c'était une sorte de red flag et que mis bout à bout plusieurs comportements très spécifiques en fait de Michael, en fait l'aurait dû faire partir beaucoup plus vite. Et c'est vrai que quand je vous raconte ça, vous vous dites que c'est plutôt mignon, mais en réalité c'est que le début. Célia elle précise qu'elle commençait à avoir des sentiments pour Michael et que hormis tous les trucs un petit peu chelous, ils s'entendaient extrêmement bien et c'est littéralement fusionnel entre eux. Donc elle avait pas envie de le quitter. Alors je préfère quand même préciser pour expliquer le point de vue de Célia. Mais du coup, le plus louche arrive. Un jour, Michael lui tend un livre avec plus de 50 questions numérotées sur Célia. Genre une sorte de questionnaire de stalker. Elle doit répondre à l'écrit à côté de chaque question. Alors au début, effectivement, Célia trouvait encore une fois ça mignon que Michael s'intéresse à elle. Mais maintenant, elle se trouve bête en fait d'être tombée dans le panneau quelques années plus tard au moment où elle raconte cette histoire. Et c'est vraiment au bout du 3e mois, lorsque Célia va découvrir une boîte appartenant à Michael contenant ses cheveux, que les choses vont dégénérer. Pour Célia, découvrir ça, c'est le truc de trop. Donc elle met un énorme stop à Michael. Et ça se comprend, clairement. C'est suite à cette annonce, du coup, à cette rupture, que Michael décide de lui avouer pourquoi il fait toutes ces choses un peu glauques. Et du coup, il lui dit qu'il a été diagnostiqué avec des troubles mentaux, mais rien de grave. Enfin, ça, c'est ce qu'il dit. Elle précise aussi qu'il est absent effectivement tous les lundis pour une bonne raison. C'est parce qu'il suit en fait une thérapie pour aller mieux et qu'il va à des groupes de soutien pour l'aider. Et effectivement, on peut comprendre que c'est assez privé et qu'on n'a pas trop envie, qu'il avait pas trop envie d'en parler à Célia au début. Bon, Célia, quand elle entend ça à l'époque, elle culpabilise un peu parce qu'elle se rend compte que Michael est un peu malade et qu'elle doit être là pour le soutenir et non le quitter lâchement. Donc elle se dit qu'elle a surréagi et donc elle prend Michael dans ses bras et elle s'excuse, elle promet d'être là pour l'aider à aller mieux. Et après tout, Michael a expliqué à Célia qu'il avait juste des petits problèmes mentaux, donc pour Célia, rien d'insurmontable, bien au contraire. Leur relation reprend quelques semaines et tout se passe très bien jusqu'à ce jour horrible. Ou plutôt un soir, un vendredi soir, où Célia a retrouvé Michael chez lui en rentrant du travail. Mais quand elle rentre dans l'appartement de Michael, elle cherche Michael et le voit assis dans la cuisine, par terre et de dos. Donc Célia comprend vite qu'il n'est pas dans son état normal, quelque chose de bizarre. Elle voit même qu'il y a un petit couteau dans la main et que sur le sol, il y a du sang. Et en plus de ça, elle entend comme Michael parler tout seul, chuchoter tout seul, et elle comprend juste les mots « Ne t'inquiète pas, je vais le faire, je vais le faire ». Et à ce moment-là, Célia est ultra paniquée, mais avec une toute petite voix, elle demande à Michael à qui il parle. Et Célia est inquiète, et c'est là que Michael justement va se lever d'un coup et se retourne avec son couteau dans la main et le bras plein de sang. Célia voit son visage et elle a l'impression de ne pas le reconnaître. En fait, son visage, pour vous donner une image, il semble n'avoir aucune émotion, un peu vide de sens. Et le sang que Célia voit, c'est celui de Michael bien sûr, qui s'est fait des entailles dans le bras.
Forcément, Célia, elle panique et elle court s'enfermer dans la salle de bain. Puis, elle appelle un ami de Michael et elle lui explique la situation, qu'elle l'a jamais vu comme ça, qu'il a un couteau et qu'il saigne et que Michael est méga flippant à ce moment-là. Alors 10 minutes c'est cool, mais vraiment 10 minutes interminables pour Célia. Et elle explique, elle, qu'elle pensait que Michael allait taper sur la porte de la salle de bain pendant tout ce temps, mais pas du tout. En fait, il y a un silence qui est pesant et qui règne dans tout l'appartement. Au bout de 10 minutes, Célia va entendre juste quelques murmures sans comprendre ce qui se dit et va entendre enfin un toc-toc à la porte. Le proche de Michael est là. Célia entend que Michael lui ouvre la porte et à travers la porte de la salle de bain, elle entend des bruits de bagarre. Et c'est bien sûr Michael et son ami qui se battent ensemble. Célia sort donc de la salle de bain et voit le proche maîtriser Michael qui est en pleine crise psychotique. L'ami de Michael demande vite à Célia de contacter les urgences pour qu'ils viennent et de l'attendre en bas de leur appartement. Célia explique que les cris que poussait Michael étaient juste horribles et cela lui fait toujours froid dans le dos rien que d'y penser. Quelques minutes plus tard, les urgences vont arriver, vont rentrer dans l'appartement et Célia est toujours, elle, à l'extérieur de l'appartement et ne comprend pas du tout ce qu'ils sont en train de faire. Et d'ailleurs, elle comprend pas pourquoi le proche de Michael a demandé d'appeler les urgences mais pas la police. Michael a tout de même un couteau dans les mains. C'est au bout de 20 minutes qu'elle va voir les urgentistes sortir de l'appartement avec Michael sur une civière. Et Célia va voir à nouveau le visage de Michael qui est très livide comme s'il était drogué. Et une fois parti, le proche de Michael va parler avec Célia et elle va en apprendre davantage sur son supposé petit ami. En fait, Michael n'a pas de simples troubles mentaux, il est en fait diagnostiqué schizophrène. Et chaque lundi, il ne va pas dans une sorte de groupe de parole, mais en fait, il va à des séances de suivi pour contrôler sa schizophrénie et prendre des médicaments. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis quelques temps, Michael ne prenait plus ses médicaments et n'allait plus à ses rendez-vous de suivi, il a totalement du coup vrillé. Mais c'est pourquoi l'ami de Michael a vite compris qu'il faisait une crise de schizophrénie lorsque Célia l'a appelé. Et vous comprendrez du coup par la suite que Célia a voulu prendre un petit peu cette distance avec Michael, car pour elle, c'est inconcevable de mettre sa vie en danger. Mais malgré tout, elle a quand même beaucoup de peine par rapport à Michael qui souffre de sa maladie. Et c'est malheureusement ici que va se terminer cette histoire. Et là où je trouve ça intéressant, c'est que d'habitude sur la chaîne, on voit des personnes mal intentionnées et qui ont un fond mauvais. Or là, Célia, elle explique que Michael a un bon fond, qu'elle a passé de super moments avec, mais que c'est à cause de cette saleté de maladie qu'ils n'ont pas pu poursuivre leur relation. Et je trouve que ça fait de la peine du coup dans cette histoire pour Michael, car ça doit être très dur de vivre avec une maladie comme celle-ci, surtout qu'en fait, ça dépend pas de lui, il peut pas contrôler tout ça. Bon, je vais arrêter là, sinon je vais pleurer. Alors pour cette première histoire, aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans le parc le plus célèbre de France, à savoir Disneyland Paris. Et du coup, si vous aimez cet endroit, vous réfléchirez peut-être à 2 fois avant d'y retourner. Donc cette histoire, elle est racontée par André. André, c'est l'un des concierges du parc qui l'a vécu. Globalement, André est chargé de s'occuper du Phantom Manor, qui est le manoir hanté du parc. Et vous allez voir que cette histoire, même si elle est difficile à croire, elle est en fait basée sur les événements réels et terrifiants que André et d'autres membres du parc ont vécu. Donc depuis une semaine, André, c'est le nouveau concierge du parc de Disneyland Paris. Et en fait, il remplace un autre concierge qui a démissionné sans donner de raison juste avant. Alors déjà là, mon flair me dit de me méfier. Mais André, il est content d'avoir trouvé ce job, il s'entend bien avec ses collègues, donc il se pose pas trop de questions. Je pense qu'il devrait peut-être s'en poser. Mais bon, le travail d'André dans le parc, c'est d'assurer la propreté des attractions après la fermeture du parc. En gros, il doit s'occuper de quelques attractions et le Phantom Manor en fait partie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Phantom Manor, ou le manoir hanté en français, en fait c'est une reproduction glauque d'une vieille maison du Far West qui date de la fin des années 1800. Et sauf que cette attraction elle est connue aussi pour son ambiance très creepy. Et il y aurait effectivement même des rumeurs qui circulent au sein du parc comme quoi le manoir pourrait effectivement être vraiment hanté. Mais André, lui, les histoires de fantômes, il y croit pas du tout, c'est quelqu'un plutôt terre à terre. Et il a raison parce que clairement pour lui, c'est des rumeurs qui sont juste là pour effrayer les enfants et rendre encore plus populaire l'attraction. Bref, les premiers jours se passent super bien, André kiffe son travail et le lieu où il est. Jusqu'à un soir particulier qui va changer la vision qu'André a du parc. Donc ce soir-là, la plupart des visiteurs sont déjà partis et les attractions sont fermées. Du coup, comme à son habitude, André attaque son travail par le Phantom Manor qui est alors vide. À ce moment-là, il est environ 20h et la soirée commence comme une routine. Donc André rentre dans le manoir avec sa panoplie de nettoyage et puis il se met à sticker le sol en partant de l'entrée pour en faire le tour du manoir. Et moi perso, j'ai jamais été à Disneyland, mais si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à me décrire à quoi ressemble le Phantom Manor à l'intérieur. Mais donc, plus André va s'enfoncer dans le manoir et plus il va commencer à ressentir une sensation étrange. D'abord, c'est une sensation d'être observé. Puis cette sensation elle va se transformer en sensation d'angoisse, d'avoir vraiment quelqu'un de tout proche, comme une présence qui l'étouffe. Et vous voyez, c'est ce moment où on a le cœur serré, un peu mal à respirer, comme si on manquait d'air. Et d'ailleurs, ça me fait penser, il y a quelques jours, je prenais l'avion pour aller au Maroc et j'ai fait un malaise dans l'avion et la sensation était juste horrible. Mais bref,
trêve de banalité, on reprend l'histoire. André, lui, c'est un gaillard et c'est pas ça qui va l'arrêter dans son travail, donc il continue et il se met la musique dans ses oreilles pour se reconcentrer. Bon, je précise quand même que les lumières du manoir sont tamisées et l'endroit est quand même super glauque, donc même s'il a des écouteurs, il est pas tout à fait serein, notre André. Et au moment où il arrive au 3e étage, André passe devant le portrait de l'ancien propriétaire du manoir. Là, André explique que c'est vraiment trop bizarre. Parce qu'il a l'impression que les yeux le suivent. Mais bon, il se dit que ça fait partie de l'attraction, qu'il est déjà passé des dizaines de fois, des centaines de fois devant ce tableau, mais qu'il a jamais trouvé ça choquant. Et il se dit un peu, en fait, j'avais jamais remarqué ça, c'est un peu comme la Joconde qui nous suit des yeux. Alors qu'en fait, c'est simplement un effet. Donc André, encore une fois, il essaye de passer outre, il essaye de pas y penser et se replonge vite dans sa musique et son travail. Moi, en vrai, je serais déjà parti depuis bien longtemps. Alors effectivement, moi j'adore l'horreur parce que c'est fictif quand j'en parle, mais vivre un truc comme ça, je me sentirais vraiment trop mal à l'aise. Je sais pas si vous, c'est pareil. On a besoin de personnes comme André qui sont rationnelles là-dedans. Donc André, lui, il se replonge du coup dans le ménage, mais d'un coup, au bout du couloir, il voit une ombre au loin qui traverse et part d'une pièce à une autre. Et à ce moment-là, André enlève ses écouteurs et crie assez fort le fameux « Il y a quelqu'un ?» Mais vous en doutez, comme par hasard, il n'y a aucune réponse. Là, André commence vraiment à se poser des questions et il se dit qu'il y a peut-être quelqu'un du parc qui essaye de lui jeter un tour, donc il enlève ses écouteurs pour rester un petit peu à l'affût du moindre bruit. Et surtout pour essayer d'attraper l'intrus qui veut lui foutre les jetons. Mais le temps passe, André fouille dans le manoir hanté mais ne voit toujours rien. Par contre, il commence à entendre des bruits comme des portes qui grincent sans raison ou encore des petits bruits de pas. Et en plus de ça, à certains moments, il a l'impression de percevoir des ombres qui bougent dans le coin de son œil. Mais dès qu'il se retourne ou qu'il va voir où sont les bruits, il voit strictement rien. Bon, clairement, là, André, il commence à se poser d'autres questions. Du style, est-ce que c'est lui qui devient fou? Mais toujours en essayant d'être rationnel, alors que le seul truc que j'ai envie de lui dire, c'est de vite te tirer d'ici, André. Mais André, c'est un professionnel, il sait qu'il lui reste plus qu'un étage à nettoyer, donc il poursuit son travail, mais cette fois en restant sur ses gardes et en allant le plus vite possible pour vite finir et sortir du Phantom Manor. Parce qu'il faut dire que l'heure tourne et que maintenant les décors autour de lui mettent de plus en plus la pression, une sorte d'ambiance creepy sur lui. Bref, du coup, André arrive au dernier étage et c'est probablement là que sa soirée va prendre un autre tournant. D'un coup, André entend un rire d'enfant en loin. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il se souvient de ce que l'un de ses collègues lui avait raconté sur une légende assez flippante de ce manoir. En fait, à la fin des années 90, une femme a perdu son fils âgé de 10 ans à cause d'une maladie et son fils lui a toujours dit que son dernier souhait, ce serait d'être parmi les fantômes du manoir hanté. Donc cette femme avait a priori ensuite demandé au parc si elle pouvait répandre les cendres de son fils dans l'attraction, mais la direction du parc a évidemment refusé. Sauf que ça n'a pas empêché la mère de réaliser le rêve de son fils. Donc quelques jours plus tard, elle revient comme une touriste et parcourt le manoir et finalement elle dispersera les cendres dans le Phantom Manor. Et après ce moment-là, plusieurs membres du personnel ont signalé avoir vu un petit garçon dans le manoir, mais à l'heure d'aujourd'hui, ça reste que des rumeurs, il n'y a aucune preuve. Donc forcément, André, ce genre d'histoire, il y croit pas non plus trop, mais pour le rire d'enfant, il dit que ça doit être sûrement une sorte de poupée ou un truc qui a mal été désactivé après la fermeture. Enfin bref, André finit de nettoyer le 4e étage en 4e vitesse pour vite se casser de là. Et finalement, ce soir-là, André ne reverra plus rien, mais il aura quand même eu une petite montée d'adrénaline. Et le lendemain, il raconte quand même ce qu'il a cru voir, ce qu'il a cru entendre à ses collègues. Alors, beaucoup d'entre eux ne le croient pas, bien sûr. Ils se disent encore un de plus qui essaie de nous faire peur en alimentant cette rumeur sur le Phantom Manor. Mais d'autres collègues lui parlent d'histoires identiques qu'ils ont entendues, et notamment des histoires venant de l'ancien concierge qu'André a remplacé dans le Phantom Manor. Du coup, André, au fond de lui, comprend pourquoi l'ancien concierge est parti, mais il refuse quand même de l'admettre. Et donc, il continuera après de travailler à cet endroit encore quelques années. Mais il explique que, quelquefois, il vivra certaines expériences un peu similaires, mais il trouvera toujours une raison un peu rationnelle pour expliquer les choses. Au final, j'aime beaucoup cette histoire qui se construit sur des rumeurs que des visiteurs et des employés du parc ont fait circuler à cause de visions paranormales qu'ils pensent avoir eues. Alors, malheureusement, il n'existe encore une fois aucune preuve, aujourd'hui, prouvant que ce lieu est hanté. Mais bon, place au doute. Après tout, ça ferait quand même beaucoup d'inventions, de mensonges pour arriver à une histoire pareille. Alors bref, voilà, c'est tout pour cette histoire et j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous la raconter. J'adore faire des recherches sur des lieux insolites comme Disneyland et vous allez voir que la seconde histoire, on va parler aussi de Disneyland mais plutôt en Amérique, en Floride, à Orlando et avec une mécanique qui est un peu différente et franchement vous allez kiffer. Et clairement, vous n'êtes pas prêts. Alors petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo.
Alors l'histoire que je vais vous raconter maintenant, c'est l'histoire de Danny. Danny, c'est un agent de sécurité chez Disneyland. Alors pas celui de Paris du coup comme je l'ai dit, mais cette fois c'est en Amérique à Orlando. Et depuis quelques temps maintenant il y travaille toujours même à l'heure actuelle, mais pense réellement à quitter son poste depuis l'histoire terrifiante qui lui est arrivée récemment. Cela fait 24 ans que Danny travaille chez Disney et pendant ses 20 premières années, Danny travaillait en tant qu'agent de sécurité pour les boutiques du parc. Il s'occupait de gérer les vols, les altercations entre les visiteurs et tout autre débordement. Et il explique qu'en général, les personnes étaient plutôt sympathiques et que les conflits se réglaient plutôt rapidement. Et puis fatigué physiquement par son travail à cause de la chaleur et de la marche, ayant envie un peu de renouveau, Danny a demandé à sa direction de changer de poste et s'est retrouvé à assurer la sécurité des visiteurs dans un hôtel du parc faisant office de station balnéaire. Là-bas c'était plus calme, il y avait de la climatisation et beaucoup moins de marche et ses conditions de travail étaient donc bien meilleures. Mais Danny explique que souvent les litiges à gérer avec les clients de l'hôtel étaient parfois plus compliqués que ceux qu'il gérait alors qu'il était dans les boutiques. Un jour, Danny est appelé pour un souci plutôt banal et courant. En effet, il y a des voyageurs qui doivent libérer la chambre pour midi afin que les agents d'entretien puissent nettoyer et préparer les chambres pour les futurs occupants. Et ce jour-là, l'une des chambres est encore occupée alors qu'il est passé 13 heures. Alors c'est pourquoi les agents d'entretien ont fait appel à Danny pour aller mettre un petit coup de pression aux occupants afin qu'ils libèrent rapidement les lieux. Danny s'exécute et dans un premier temps, il se rend vers la chambre. Il frappe à la porte une fois, puis 2 fois sans réponse. Et de là, il se dit que les personnes ne sont peut-être pas là et du coup, il décide d'ouvrir la porte. Là, il constate effectivement qu'aucune personne n'est présente dans la chambre, mais en revanche, que toutes les affaires sont encore présentes. Et après quelques minutes, en ne voyant toujours personne arriver, Danny fait appel à son supérieur qui se renseigne sur la réservation de la chambre. Et celle-ci avait été faite pour une famille de 4 personnes, un couple et leurs 2 enfants. Sur la réservation, un numéro de téléphone est indiqué, du coup Danny prend son téléphone et essaye de joindre cette fameuse famille. Malheureusement, Danny n'arrive à joindre personne et tombe directement sur la messagerie. Et après avoir patienté quelques minutes, n'ayant toujours pas de nouvelles, son supérieur donne l'ordre aux agents d'entretien d'évacuer les affaires, de les stocker en dehors de la chambre afin de pouvoir préparer celle-ci et de la nettoyer pour les futurs occupants. Alors la situation intrigue Danny et du coup avec l'autorisation de son supérieur, il décide de creuser un peu concernant la réservation de la famille. Il espère trouver un autre moyen de contact ou peut-être une note dans le dossier qui pourrait l'aider à comprendre ou à débloquer la situation. La famille était arrivée il y a 5 jours, elle avait effectué une réservation pour l'hôtel mais aussi pour une place de parking dans la résidence. Et sur cette réservation, Danny a trouvé des informations sur le véhicule de la famille. Donc ni une ni deux, Danny se dirige vers le parking, essaye d'identifier le véhicule et il y parvient. Il y retrouve le véhicule vide, sans personne à bord, et de là déjà il est rassuré. Il se dit que la famille n'a pas eu d'accident de voiture ni quoi que ce soit et qu'elle n'est pas partie en laissant toutes ses affaires. Et donc elle doit forcément se retrouver aux alentours. Danny réfléchit et a une bonne idée. Les visiteurs de la station avaient des bracelets électroniques qu'ils appelaient les bracelets magiques, en fait qui permettent d'avoir accès aux différents endroits du parc. C'est aussi un moyen de paiement, un moyen d'accès au restaurant et également des clés pour la chambre. Donc après avoir été fouillé dans l'historique de ce pass, Danny constate que plus tôt dans la matinée, la famille a pris son petit déjeuner à côté d'une attraction, le Royaume Enchanté. Puis qu'elle a fait plusieurs fois le tour de celle-ci et c'est le dernier signal qu'elle a émis avec le bracelet. Donc Danny décide de se rapprocher de ses collègues qui géraient les caméras de surveillance du manège. Et là, après quelques minutes, il regarde son collègue qui semble totalement désemparé. Et c'est alors qu'il montre à Danny les 2 images. La première, celle de l'embarquement dans le manège où on y voit du coup la famille monter dans l'attraction et s'installer. Et la seconde, du débarquement où on y voit les mêmes personnes que sur la première image, excepté la famille. De là, Danny et son collègue se mettent à penser au pire. Est-ce qu'un enfant serait tombé dans l'eau et ses parents auraient essayé de le rattraper? Sont-ils bloqués quelque part? Dans le doute et ne voulant pas prendre de risques, Danny et son collègue vont décider de fermer l'attraction et avec l'aide d'une équipe de renfort, ils se mettent à chercher la famille. Ils font plusieurs fois du coup le tour de l'attraction, regardent sous l'eau, derrière les décors, mais aucune trace de la famille. Cette histoire prend donc une autre tournure et devient une affaire plutôt de disparition et la police sera mise au courant très rapidement. Mais malgré tout, Danny il est très perturbé par cette histoire et prend les choses à cœur. Donc il décide de continuer d'investiguer de son côté par lui-même et de fouiller dans les affaires personnelles de la famille dans l'espoir de trouver un indice ou toute autre information qui pourrait être utile afin de les retrouver. De là, il découvre que dans l'ordinateur de la famille, il y avait un système de cloud en ligne qui permettait de synchroniser immédiatement et stocker les photos prises par les téléphones durant leur séjour et qui se mettent directement sur l'ordinateur. Danny ouvre donc sur l'ordinateur l'album photo et il y découvre environ une centaine de photos. Et les premiers clichés sont tout à fait normaux. La famille s'amuse, visite le parc. Rien d'inquiétant. Mais il remarque que les 10 dernières photos proviennent de la même attraction. Et effectivement, c'est le Royaume Enchanté. Danny regarde donc les photos une par une. Au début, rien d'inquiétant. Les 4 membres de la famille, encore une fois, sourient, ont l'air de s'amuser. On y voit également les autres passagers de l'attraction. Mais très vite, le cœur de Danny se serre.
Il fait défiler les photos et remarque sur les clichés que le père de la famille semble en colère d'un coup, et tandis que le reste de la famille lui semble totalement paniqué, et la mère apparaît même terrifiée avec ses enfants dans les bras. Danny continue de faire défiler les photos, et là plus aucune trace du père, et de l'un des enfants qui ont complètement disparu des clichés. On y voit à présent plus que la mère et l'un de ses enfants. Leurs regards sont totalement vides, dénué de toute émotion. Et ce sont là les derniers clichés. Danny referme l'ordinateur, il est très perturbé et dans l'incompréhension totale de ce qui a pu se produire. Il ne cesse de chercher une explication, mais n'y parvient pas. Quelques minutes même après, la police arrive sur les lieux, effectue des recherches, mais pareil, rien, aucune trace de la famille. Mais depuis ce jour, Danny n'a eu aucune nouvelle, que ce soit de la famille ni de la police, donc il reste donc sans explication à l'heure actuelle. Danny indique que cette histoire l'a beaucoup tourmenté et qu'il a pensé pendant des années, des jours, et qu'il ne comprend toujours pas ce qui s'est passé à l'heure actuelle. Alors, est-ce que la famille a réellement disparu? Ou y a-t-il eu un accident lors de l'attraction qui n'a pas été signalé? Ou ont-ils tout simplement orchestré leur disparition? Alors malheureusement, nous n'aurons pas la réponse à cette question, mais personnellement, je pense que la famille avait peut-être des problèmes et souhaitait disparaître. Comme l'a indiqué Danny, la famille a fait plusieurs fois le tour de l'attraction, peut-être pour repérer les caméras et les sorties, etc. Et alors effectivement, si la famille avait de gros problèmes d'argent ou d'autres trucs, tout est possible, tout est plausible, il est possible qu'ils aient fait exprès d'organiser tout ça. En tout cas, pour moi, cette histoire, elle est vraiment frustrante parce qu'on saura jamais vraiment pour quelle raison cette famille a disparu, mais n'hésitez pas à me partager, entre guillemets, vos commentaires, vos théories à propos de cette histoire, j'en serais ravi. En tout cas, si vous voulez bien, on va passer à la troisième histoire qui est l'histoire d'une abonnée qui s'appelle Françoise. Et franchement, encore une fois, merci à Françoise. Si vous souhaitez aussi partager une histoire un peu thread d'horreur, un peu terrifiante que vous avez vécue, n'hésitez pas. Allez en description, il y a mon mail et vous m'envoyez votre histoire. Donc, je vous le dis quand même, Françoise, c'est pas son vrai nom, elle a simplement voulu préserver son anonymat. Et dans cette vidéo, on va parler d'une tentative de kidnapping à Dubaï. Au moment de cette histoire, Françoise a 17 ans et elle vit à Dubaï, une ville où le luxe côtoie des règles très strictes. Et Françoise a été renvoyée, elle, de son école pour avoir consommé de l'alcool. Alors Françoise précise qu'elle n'est pas du tout alcoolique, mais qu'elle a fait une soirée trop arrosée et que ça s'est su. Bref, pas cool, mais bon, à Dubaï, on rigole pas avec tout ça. Suite à ça, aucune école française de Dubaï n'a voulu la prendre. Ils veulent éviter les problèmes, du coup Françoise doit déménager dans l'émirat voisin, Abu Dhabi, pour reprendre sa scolarité. Alors imaginez le truc, adieu les potes, bonjour la solitude. Tous les week-ends, elle rentre chez ses parents, mais la semaine, elle vit chez des amis de ses parents à Abu Dhabi. Et à ce stade, je vous précise que suite à l'incident avec l'alcool, Françoise est elle aussi privée de sortie par ses parents. Alors pour une ado, c'est la galère, pas de sortie, pas de vie sociale. Du coup, elle se sent isolée et elle a beaucoup de mal à tisser de nouveaux liens avec ses nouveaux camarades de classe. Et clairement, ça commence à lui peser. Bref, un week-end, ses amis ont prévu de sortir pour fêter l'anniversaire d'Inès. Mais forcément, ses parents lui disent non pour sortir. Et en effet, vous devez savoir que c'est Inès qui l'avait filmé en train de boire et causant du coup le renvoi de Françoise à son école. Mais Françoise, elle veut juste voir son autre amie qui s'appelle Amina, qui sera aussi à la fête. Du coup, elle dit à ses parents qu'elle va juste faire une balade dans la résidence, mais en fait, Françoise prend son vélo, direction sa pote Amina à Arabian Ranches. Alors je suis pas sûr de la prononciation. Qui se situe du coup à 4 km de chez elle. Et il faut savoir qu'à Dubaï, le vélo c'est pas courant. Surtout avec la chaleur de dingue qu'il fait là-bas. Mais Françoise, elle est super motivée, donc elle y va. Enfin, elle sort pour pouvoir s'amuser et clairement, elle pense pas du tout au retour. Et là, alors qu'elle pédale, une camionnette de workers s'arrête à côté d'elle. Et les workers, c'est quoi entre autres? C'est des camionnettes qui amènent des gens au boulot, au travail en général. Et oui, les amis, là où habite Françoise, il n'y a pas de bus ni de métro. C'est clairement un contraste avec la richesse de cette ville, mais bref. La camionnette semble vide et plutôt abîmée, il y a que le conducteur. Et étrangement, le conducteur engage la conversation. Il lui demande si ça va et d'où elle vient. Et clairement, c'est très surprenant parce que c'est très rare, dit Françoise, que les workers s'arrêtent juste pour parler. En général, ce sont des gens assez pauvres qui travaillent beaucoup. Mais bon, Françoise répond, elle dit qu'elle va bien et qu'elle est française d'origine camerounaise et guadeloupéenne. Alors je fais une petite parenthèse. En fait, Françoise nous explique aussi qu'à Dubaï, c'est une ville ultra sécurisée avec des caméras partout et une police qui est très efficace. Et encore plus dans les quartiers riches où elle se trouve. Donc globalement à Dubaï, si vous perdez votre porte-monnaie, vous êtes presque sûr de le retrouver aux objets trouvés. Donc clairement, Françoise à ce moment, elle se sent en sécurité. Elle a grandi dans un endroit très sécurisé où elle ne connaît pas les problèmes qu'il peut y avoir ailleurs. Mais ensuite, le conducteur se met à lui poser des questions qui deviennent tout de suite plus bizarres, du genre est-ce que t'es mariée? Et Françoise, elle est un peu sur ses gardes, donc elle répond qu'elle ne l'est pas mariée parce qu'en fait elle a seulement 17 ans. Et c'est logique. Puis, l'homme au volant de la camionnette, il lui dit qu'elle a l'air fatiguée de pédaler et lui propose alors de monter dans la camionnette pour qu'il la conduise à son lieu de rendez-vous. Là, clairement, pour Françoise, c'est pas normal et elle flaire le danger. Donc elle refuse poliment, mais l'homme se met à insister de plus en plus et du coup, Françoise panique et elle part en pédalant le plus vite possible en direction opposée. Donc son cœur bat super vite et elle s'arrête pas de se retourner pour voir si cet homme la suit.
Et puis au bout d'un moment, Françoise du coup arrive chez Inès et Amina et elle décide de tout dévoiler à Amina. Et au final, Françoise, elle explique qu'après, elle pense que cet homme faisait partie d'une sorte de réseau de prostitution et apparemment à Dubaï, ils sont quand même présents et c'est un problème, surtout pour certaines ethnies de femmes. Et donc pour Françoise, elle a eu énormément de chance d'échapper à cette situation. Qui sait ce qui aurait pu lui arriver? Françoise réalise à quel point la situation aurait pu mal tourner et en plus à Dubaï, un lieu réputé pour sa sécurité, Françoise n'aurait jamais imaginé vivre une telle frayeur. Mais cette expérience a ouvert les yeux de Françoise. Elle comprend que même dans sa résidence sécurisée, elle n'est pas à l'abri des dangers du monde extérieur. Surtout que dans un pays comme les Émirats Arabes Unis, où les écarts sociaux sont énormes, les personnes comme le conducteur de la camionnette sont souvent invisibles, mais elles existent bel et bien. Donc le retour à la normalité n'est pas facile pour Françoise. Chaque fois qu'elle va voir du coup une camionnette maintenant, son cœur se serre et elle se dit qu'est-ce qui pourrait se passer? Elle ne peut s'empêcher de repenser à ce jour, à ce qui aurait pu arriver si elle n'avait pas eu l'instinct de refuser l'offre de cet homme. Alors ce qu'elle a vécu était une leçon dure mais précieuse pour Françoise parce que maintenant elle est devenue de plus en plus prudente, plus consciente des réalités du monde et elle sait maintenant que la sécurité et le confort ne sont pas toujours une garantie et que l'instinct peut être un véritable allié. Alors son histoire nous rappelle à tous et à toutes que peu importe où nous sommes, la prudence est essentielle. En tout cas, merci à Françoise d'avoir partagé son histoire. C'est parti pour l'histoire du col du Djatlov. L'expédition. Tout commence le 27 janvier 1959 quand 10 alpinistes expérimentés décident d'entreprendre une expédition plutôt dangereuse de 320 km à travers les monts de l'Oural en Russie. Alors ce groupe est composé de 9 étudiants et d'un professeur de sport de l'Institut Polytechnique local. Sauf que très rapidement, Yuri Idin se met à souffrir de fortes douleurs articulaires dans le genou qui le rend incapable de continuer l'expédition. Donc il rebrousse chemin. Et c'est d'ailleurs ce qui en fera le seul rescapé de cette expédition. La route qu'ils doivent emprunter est déjà difficile dans de bonnes conditions, mais là, le 1er février, elle n'est simplement pas praticable. Il fait dans les environs de moins 30 degrés, le vent est terrible et la visibilité est presque nulle. Et l'équipe, qui est donc réduite à 9 personnes, fait réellement face à une météo désastreuse et se voit forcée de s'arrêter pour camper. Igor Djatlov, l'étudiant ingénieur de 23 ans qui guide le groupe, a promis d'envoyer un télégramme au bout de 15 jours d'expédition. Mais sans nouvelles, les proches des alpinistes commencent à s'inquiéter. Pour la petite histoire, la montagne sur laquelle le groupe va camper s'appelle la Kholat Syakhl. Alors désolé, je ne fais pas russe. Ce qui signifie la montagne morte. Et visiblement, ça ne leur a pas porté chance puisque plus personne ne reverra les membres de cette expédition vivants. À partir du 20 février, la famille des randonneurs demande la mise en place d'opérations de recherche et de sauvetage. L'Institut Polytechnique envoie même des étudiants et professeurs volontaires issus du club d'alpinisme. Mais rapidement, c'est la police et les militaires qui y sont envoyés pour accélérer les recherches. Et c'est le 26 février, un mois après le départ de l'expédition, qu'une équipe de secours va tomber sur le piquet d'une tente qui dépasse de la neige et trouve enfin le camp monté par les alpinistes. Mais le seul problème, c'est que le camp est totalement vide. Il faut savoir que 2 choses interpellent les sauveteurs. La première, c'est qu'une des tentes a été totalement déchirée sur l'un de ses côtés, ce qui n'augure rien de bon. Et la seconde, beaucoup plus inquiétante, c'est que toutes les affaires sont encore dans le camp, dans leur tente. Alors qu'ils aient laissé du poids sur place, c'est possible, qu'ils soient partis sans même leurs chaussures, là, ça semble très étrange. Les secouristes se mettent alors à explorer les environs et trouvent enfin des traces de pas. C'est toutefois une joie de courte durée, puisque la piste s'efface totalement au bout d'une centaine de mètres. Mais les recherches continuent, et finalement, ensevelis sous la neige, on découvre 2 corps, puis 2 autres et un dernier un peu plus loin. On est donc à 5 cadavres, tous en sous-vêtements, et 4 alpinistes qui sont pour le moment étrangement introuvables. Il va falloir encore 2 mois de recherche pour retrouver les 4 derniers corps dans un ravin à plus d'1,5 km. Eux sont vêtus, mais avec des vêtements dépareillés qui appartiennent à plusieurs autres membres du groupe. Au premier abord, cela ressemble juste à un accident malheureux, mais certains détails perturbent les enquêteurs compte tenu des corps retrouvés. Certaines victimes ont les côtes brisées, ce qui n'est pas
si étonnant. Mais des blessures bien moins courantes sont relevées sur 4 des corps. Certains ont le crâne fracturé, les orbites vides et un des cadavres a même eu la langue arrachée. Et ça ne correspond à aucune des hypothèses qu'ils avaient formulées jusqu'à présent sur le drame. De plus, on retrouve sur leurs vêtements des traces de radioactivité. Et face à ces éléments, les enquêteurs n'ont alors aucune théorie cohérente à proposer. La mort de ces 9 alpinistes reste un mystère complet. L'enquête officielle va toutefois se conclure en disant « Il convient de considérer que la cause du décès des touristes est une force spontanée à laquelle elle n'était pas à même de résister. » Alors, on peut traduire ça par en fait, on n'en a aucune idée. Mais les familles qui ne sont pas forcément satisfaits de cette conclusion vont demander des explications et médiatiser l'affaire. Et une fois que le grand public va s'en emparer, de nombreuses théories vont voir le jour. Les théories. Il y aura donc plusieurs théories qui vont voir le jour. Il y a la théorie qu'un groupe de randonneurs les aurait vus au loin, mais les aurait attaqués. Mais ça semble peu probable. C'était vraiment le blizzard total, donc impossible de voir à plusieurs mètres. Une autre théorie dirait que c'est l'attaque d'un yéti, car une forme humanoïde les suivait. Mais bon, au vu des photos qui ont été prises par l'un des membres de l'équipe, on dirait plus que c'est une photo floue qu'un yéti. Encore une autre théorie est qu'un groupe de fugitifs échappés d'un goulag les aurait tués, ou encore qu'un des participants aurait eu une crise de folie meurtrière. Les Mansi. Une théorie implique le peuple Mansi. C'est une ethnie de chasseurs nomades qui vit dans ces montagnes. Alors on se dit qu'ils auraient pu attaquer les alpinistes pour les voler ou pour les punir d'être entrés sur leur territoire. Mais les Mansi vivent très loin de l'endroit du drame et rapidement cette théorie est abandonnée. L'armée russe. Une théorie serait que le camp se soit retrouvé au beau milieu d'un exercice militaire et que cela aurait mal tourné. On pourrait croire cela compte tenu des blessures graves ou du taux de radioactivité supérieur à la normale qui serait dû à l'usage d'une arme expérimentale par l'armée rouge dans la région. Mais finalement, sans aucune théorie logique, cette affaire va rester l'objet de toutes les spéculations jusqu'en 2019, où Johan Gomm et Alexander Puzerin, spécialistes des avalanches, se penchent à nouveau sur cette piste qui à l'époque avait été écartée car elle paraissait trop plausible et qu'aucune coulée d'avalanche n'a été trouvée sur les lieux en mai. L'avalanche. Ce qui posait problème jusque-là avec cette théorie, c'est le timing, qui ne semblait pas très réaliste aux spécialistes de l'époque. Mais ces deux scientifiques vont expliquer que c'est la conjugaison des vents violents, de la neige tombée et de l'installation du camp sur la pente qui aurait fait céder une dalle de neige à retardement. Le problème, c'est que nous avons là une explication parfaitement logique pour le campement et pour les corps retrouvés sous la neige, mais comment une avalanche a-t-elle pu arracher une langue, des yeux ou fracturer un crâne? Et pour cette dernière, c'est la Reine des Neiges, oui, le dessin animé de Walt Disney qui va faire avancer l'enquête. Alors, c'est plus exactement l'équipe qui a travaillé sur la Reine des Neiges qui va être mise à contribution. On va se servir de leur modèle physique de neige sur ordinateur pour simuler l'impact qu'a pu avoir l'avalanche sur des corps humains. Et pour compléter leurs données, ils ont récupéré les résultats de 200 crash tests effectués par la General Motors. Et cela, ça a permis de créer un modèle de simulation précis de l'impact de la chute d'une dalle de neige sur un corps humain. Mais malgré tout ce travail, beaucoup de scientifiques ne sont pas convaincus. Pour eux, les blessures ne correspondent absolument pas à celles qu'on observe dans une avalanche classique. Mais pourtant, ça reste quand même la théorie la plus logique aujourd'hui. Une avalanche aurait surpris le groupe en pleine nuit, les moins blessés auraient déchiré le côté de leur tente pour sortir et aider leurs camarades, puis ils seraient partis en courant se réfugier au milieu des arbres. 5 d'entre eux, partis quasi nus, seraient morts d'hypothermie et les autres auraient simplement succombé à leurs blessures. Pour les côtes et les crânes brisés, on pense que cela provient bien des blocs de glace qui ont été charriés par l'avalanche. Pour les orbites et la langue arrachée, par contre, 2 autres théories sont retenues. La première étant que des charognards ou des vautours, par exemple, auraient pu trouver les corps et manger les yeux. C'est un phénomène qui a déjà été observé, donc ne paraît pas impossible.
La deuxième théorie, c'est que comme certains corps ont été retrouvés près d'un petit ruisseau, notamment ceux où il manquait les yeux et la langue, on pense que l'eau aurait pu provoquer tout simplement la nécrose de ces tissus. Mais cependant, il reste le mystère de la radioactivité retrouvée sur les vêtements. Alors là encore, une explication simple a été proposée. Le thorium est un combustible radioactif bien connu qui à l'époque était utilisé sur les lampes de camping. Mais malgré cette hypothèse probable et très logique, l'affaire du col de Dyatlov reste aujourd'hui entourée de mystères. Et de nombreuses personnes ne sont pas totalement convaincues et continuent d'échafauder des théories plus ou moins réalistes. Et finalement, la seule trace restante de cette expédition est le nom du col. Après le drame, il a été renommé le col de Dyatlov, en hommage à Igor Dyatlov, le leader de cette expédition tragique. Cette histoire, il faut le dire, elle me rend complètement folle. Toutes les théories qui ont vu le jour, puis le fait que Disney, avec son film La Reine des Neiges, ait pu aider à trouver l'explication la plus possible à ce mystère, je trouve ça juste hyper fantastique. Puis, quoi qu'il arrive, rien n'est complètement certain. On ne fait que des spéculations, mais jamais nous n'aurons le réel mot de la fin. Et ne parlons même pas de Yuri Idin qui a échappé à tout ça. Je n'imagine même pas comment il doit se sentir d'avoir échappé de peu à la mort. On est parti pour parler de la légende urbaine de Birmingham. Alors, notre histoire est connue dans tout le monde anglo-saxon au travers d'une phrase énigmatique « Who put Bella in the witch helm ?» Alors oui, j'ai un accent éclaté, mais c'est l'histoire d'un meurtre qui est mystérieux, d'un crâne caché dans un arbre, d'un graffiti anonyme qui va apparaître dans toute la région pendant 50 ans. Alors, suivez-moi dans les bois pour découvrir ce qui est arrivé à cette fameuse Bella. Tout commence le 18 avril 1943. On voit 4 adolescents originaires de Birmingham en Angleterre qui traversent les bois de Hagley à la recherche de nourriture. Alors, je vous rappelle, on est en pleine guerre mondiale, donc le rationnement est sévère, donc c'est certainement pour ça qu'ils sont à la recherche de nourriture. On y trouve donc Bob, Fred, Thomas et Robert qui sont donc à la recherche de nids espérant pouvoir ramener des œufs pour le dîner. Alors oui, à l'époque, il n'y a pas Uber Eats pour vous amener à manger chez vous. Bob décide donc de grimper à un arbre pour faire du repérage, mais son regard est vite attiré par un objet blanc qui se trouve à l'intérieur du tronc. Il espérait trouver un œuf, mais sa découverte va lui donner des frissons parce qu'il va tomber nez à nez sur un crâne humain. Alors au début, les jeunes garçons pensent que c'est juste un crâne d'animal et le sortent du tronc avec un bâton, sauf qu'à la lumière du jour, ils aperçoivent des dents, des restes de cheveux et comprennent que le crâne est humain. Ils sont donc tous choqués et même apeurés de faire une telle découverte qu'ils vont immédiatement reposer le crâne dans le tronc d'arbre puis partir immédiatement. Et ils vont se promettre de garder le secret. Mais un des garçons, Thomas, va finalement en parler à son père qui ira voir la police. Alors Thomas, pour info, c'est le plus petit de la bande, ça n'a pas trop d'importance avec l'histoire, mais je vous le dis, c'est cadeau. Thomas va accompagner les policiers et son père pour leur indiquer du coup l'arbre. Et rapidement, les recherches vont permettre de retrouver le crâne et d'autres ossements. Et même en fouillant les alentours, la police va aussi trouver un squelette humain, une alliance en or, des chaussures et des bouts de tissus, de vêtements qui sont un peu éparpillés partout. Le corps va donc être confié à un médecin légiste qui est réputé, c'est le professeur Webster, qui va réussir à reconstruire partiellement le squelette. Et à partir de là, il va pouvoir établir un profil. Il affirme qu'il appartient à une femme entre 25 et 40 ans, mesurant aux alentours d'1,50 m. Bon, c'est vrai que c'est assez large de dire par exemple 25-40 ans, mais on est en 1943 et les technologies sont bien moins avancées qu'aujourd'hui. Les os ne montrent aucune trace de violence ni de maladie, cependant on va quand même retrouver des petits morceaux de tissu qui sont coincés du coup dans sa bouche. Donc le médecin légiste va donc déclarer que la cause probable de la mort, c'est l'asphyxie. Et ensuite, l'état de décomposition lui fait dire que le décès doit remonter à 18 mois environ. La police écarte donc d'emblée la thèse d'un suicide suite aux déclarations du médecin légiste. De plus, l'ouverture dans le tronc n'est vraiment pas grande et pour y passer, il aurait presque fallu du coup s'infliger des blessures qui auraient laissé des traces. Ce qui nous fait donc conclure qu'elle a donc été placée là post-mortem. Et ça ne peut donc signifier qu'une seule chose, c'est que c'est une affaire de meurtre. Ils vont donc consulter les fichiers des femmes disparues
à Birmingham à ce moment-là, mais rien de ce côté, on va absolument rien trouver. La police va donc publier une description plausible de la victime et attendre qu'on leur fournisse une piste. Et ça marche, ils vont recevoir plusieurs appels et vont absolument trouver qui c'était Bella. Alors non, je rigole, pas du tout. En fait, c'est beaucoup de canulars qui vont être faits, donc aucune information vraiment intéressante n'a pu être recueillie grâce à la description. Mais bien sûr, ça va pas arrêter les enquêteurs. D'ailleurs, le docteur Webster leur a dit que la dentition de la femme possédait des caractéristiques très distinctives que son dentiste reconnaîtrait facilement. Donc ils vont se mettre à rechercher le dentiste de cette femme retrouvée et le 4 mai, la police fait donc apparaître dans le journal de Birmingham un appel au dentiste de la région avec une photo de la mâchoire. Alors oui, c'est une autre époque, ça doit être assez flippant de découvrir la mâchoire d'une femme morte dans le journal au petit déjeuner. Mais bon, il faut bien savoir à qui appartient ces restes humains. Et devinez quoi? Toujours pas de réponse, aucun dentiste de la région s'est manifesté. Là encore, c'est une impasse. C'est presque un an plus tard, en mars 1944, qu'on va retrouver un message écrit à la craie dans un vieux bâtiment abandonné de Birmingham. Et ce message, c'est donc le suivant. Who put Bella down the witch Helm Hagleywood? Alors, excusez-moi encore pour l'accent, mais en gros, ça se traduit en français par qui a mis Bella dans l'orme des bois d'Hagley. Mon accent est vraiment éclaté, je suis désolé. Et donc, c'est la première fois depuis la découverte du corps que l'on met enfin un nom sur la victime, et vous l'aurez du coup déjà deviné, c'est Bella. Et peu de temps après, la police découvre alors qu'il y a un autre graffiti sur un obélisque en pierre, et je vais mettre la photo, et il disait plus simplement « Who put Bella in the witch Helm ?» Et c'est là que toute la légende prend une ampleur monumentale en Angleterre. Les deux messages qui ont été retrouvés avaient des écritures similaires, donc les policiers en ont donc déduit que c'était quelqu'un du coin qui en savait certainement beaucoup plus qu'eux. La police va leur demander que toutes les personnes connaissant une Bella qui aurait disparu les contactent. Mais à ce point de l'enquête, il y a une question qui reste sans réponse. Est-ce que la personne qui a fait ces graffitis, c'est un ami de la victime qui trouve que l'enquête n'avance pas, ou est-ce que c'est le tueur toujours vivant qui se moque de la police? Alors si vous avez une théorie sur le sujet, c'est le moment de la noter dans les commentaires et la réponse arrivera un peu plus tard. Et par la suite, on continue. De plus en plus d'inscriptions vont apparaître un peu partout dans la région à ce sujet et je pense honnêtement, ma théorie personnelle, c'est que en fait, c'est les personnes qui essayent de perpétuer un peu la légende. Il faut savoir que c'est pendant plus de 50 ans du coup, jusqu'en 1999 où c'est la dernière fois qu'on aura vu un graffiti lié à cette affaire. Et je vais faire des déçus pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, mais l'histoire n'a jamais vraiment été résolue. On ne sait pas qui est cette femme, on ne sait pas pourquoi elle s'est retrouvée, ni comment elle a été tuée. Mais bon, c'est pas mon style de vous laisser en plan, on va parler des théories maintenant. La première est plutôt inquiétante. Elle vient d'une égyptologue nommée Margaret Murray et elle va publier en 1950 un article dans le Birmingham Daily Gazette et dans cet article, elle va expliquer sa théorie selon laquelle cette jeune femme a peut-être été un sacrifice humain. Alors à l'époque, on parlait encore des sorcières en Grande-Bretagne. Donc ok, pourquoi pas? Et en plus, cette théorie, elle sera reprise par l'auteur Donald McCormick et il expliquera que les bois de Hagley ont toujours été connus pour abriter des congrégations de sorcières. Il va même d'ailleurs citer une ancienne tradition qui consistait à enfermer le corps d'une sorcière dans le tronc d'un arbre. Celui-ci servait de prison, l'empêchant du coup de revenir en télévivant. Bon, ça vaut ce que ça vaut, j'avoue. Une autre théorie nous indique que cette femme serait une ancienne prostituée de Birmingham et en effet une prostituée aurait déclaré qu'une autre travailleuse du sexe appelée Bella travaillant sur Hagley Road aurait disparu en 1944. Pourtant, cette femme qui aura fait cette remarque à la police, on n'entendra plus jamais parler par la suite. Donc est-ce que c'est une sorte de canular pour faire de la pub ou bien c'est une vraie info? Nouvelle théorie maintenant, la troisième et pas des moindres. Cette théorie vient de Una Mossop. Elle dit que Jack Mossop, son ex-mari, serait allé boire un verre avec un néerlandais nommé Van Ralt et que cette femme du nom de Bella les aurait aguichés toute la soirée. Donc ça confirme le fait que c'était une prostituée de Birmingham et que suite à la soirée, la femme étant ivre morte, les deux hommes l'ont amenée en voiture dans le but de lui faire une blague de mauvais goût pour punir ses mauvais mœurs. Et Bella s'étant évanouie dans la voiture, les deux hommes auraient mis Bella dans l'orme de la forêt de Hagley et seraient partis, laissant cette femme inconsciente, seule, dans le froid. Et franchement, on ne sait pas si c'est une sorte de meurtre ou simplement une blague qui a vraiment mal tourné. Peut-être qu'ils pensaient qu'elle se serait réveillée le lendemain ou bien peut-être qu'ils l'ont tout simplement tuée puis laissée morte dans l'orme. Et a priori, Una Mossop, donc l'ex-femme de Jack Mossop, aurait même indiqué que depuis cet événement, Jack Mossop est devenu fou parce qu'il voyait constamment dans ses cauchemars Bella, une femme, qu'il a fixée depuis l'orme. Et ça, franchement, ça fait froid dans le dos. Et en réalité, il y a plein d'autres théories. Il faut savoir que les dernières infos qu'on a eues sur cette histoire, c'était en 2018, quand on a fait des reconstitutions du visage de Bella grâce
aux photos du crâne qu'on a retrouvé à l'époque. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo qu'on a retrouvée de la reconstitution. Et sauf que là, vous vous dites que c'est bizarre. Pourquoi ne pas avoir utilisé le crâne qu'ils ont retrouvé? Eh bien là, c'est très louche parce que tout simplement, la police de Birmingham a avoué que le crâne avait disparu. Rien que ça. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, avant de partir, n'hésitez pas à mettre un petit like et à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux ou celles qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Sur ce, je vous laisse passer une bonne soirée. Bisous.